La session de ce soir, elle va donc être consacrée, comme je l'avais dit, au plan de transformation de l'économie française. Certains d'entre vous savent peut-être de quoi il retourne, puisque maintenant, ça fait 2 ans qu'on en parle. Depuis le moment où on a lancé ça en mars dernier, le financement participatif qui a eu lieu derrière, qui a également concerné peut-être certaines personnes qui regardent, et les rapports qui se sont égrenés depuis en gros une petite année. La présentation qui a été faite à l'université d'été des Shifters, et enfin, dernier événement un peu significatif en date, la présentation de l'ensemble du plan qui a été faite à Sciences Po lundi dernier. Voilà, donc c'est sur ce sujet, enfin, c'est de ça dont je vais vous parler ce soir, et c'est sur ce point que je vais répondre aux questions que j'ai vues arriver grâce aux bons soins de notre ami Joël. Alors, la première question à laquelle je vais répondre, puisqu'il s'agit d'élections et puisqu'il s'agit donc de démocratie, est celle qui a recueilli le plus de voix. Donc, je vais commencer par celle-là. Celle qui a recueilli le plus de voix, c'est la question de savoir est-ce qu'on va appeler à voter pour quelqu'un. Alors, c'est pas exactement libellé comme ça. La question, elle est posée de la manière suivante, c'est quel candidat ou groupe de candidats, enfin quel candidat, pardon, point E, ou groupe de candidats à l'élection présidentielle serait selon vous le ou la plus susceptible de réussir la transition vers une France décarbonée? Alors la réponse, c'est que répondre à cette question, ça équivaut à donner une consigne de vote, pas loin, enfin je veux dire ça équivaut à faire, voilà. Donc je ne le ferai pas parce que je ne vais pas donner de consigne de vote et le Shift Project ne donnera pas de consigne de vote. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclairer, ou en tout cas essayer d'éclairer le vote avec une interaction qu'on va avoir avec les candidats et qui va se passer de la manière suivante. Nous avons actuellement demandé à toutes les équipes de campagne, des gens qui disent vouloir être candidats, une dissertation. Alors la dissertation, c'est qu'on leur a demandé de nous décrire en 3 pages comment eux, ils voyaient la transition vers une économie plus décarbonée, ou plus des gaz à effet de serre, et de nous le dire dans leurs termes. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre une grille, on ne va pas leur dire parlez-nous de tel et tel sujet, on va juste leur dire voilà, dans vos mots à vous, vous allez nous expliquer ce que vous avez dans la tête. On va publier les lettres qu'on a reçues le jour où le Conseil constitutionnel validera les candidatures. Donc le jour où le Conseil constitutionnel dit Machine et Machin ont bien reçu les 500 parrainages nécessaires, donc ils sont officiellement candidats, eh bien pour cette liste-là, on publiera les lettres que nous avons reçues. Et ces lettres, on va les analyser en interne au Shift Project, et on publiera 15 jours après, en gros, l'analyse que nous faisons des lettres que nous avons reçues. Alors on va essayer de faire une analyse à notre sauce qui soit un tout petit peu plus que ça a une bonne tête, ça n'a pas une bonne tête. On en pense du bien, on en pense du mal. On va essayer d'être un tout petit peu normatif, par exemple d'expliciter les sujets dont ils ont parlé, pas parlé, s'ils ont fait le lien ou pas le lien entre plusieurs sujets, s'il y a une cohérence globale avec, etc. Voilà, donc c'est ça qu'on va regarder. Et par ailleurs, nous allons avoir une autre action qui est que nous allons passer au crible les programmes. Alors on dit nous, là ça par contre c'est les shifters qui vont faire ça, c'est pas directement l'équipe du Shift Project, mais évidemment ça se fait en bonne intelligence. Et les shifters un groupe de shifters va regarder les programmes des candidats tels que les candidats les proposent à leurs électeurs, donc c'est ce qui figure dans les programmes publics, et on fera un commentaire sur les programmes en question, donc on va aussi les analyser et diffuser, et on a un partenariat média, je ne sais pas si j'ai le droit de dire avec qui, mais enfin bon, on le dira un peu plus tard. On a un partenariat média pour faire part du commentaire que nous aurons fait. Voilà, donc ça, c'est pas une consigne de vote, on laisse chacun libre de son choix. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est tout simplement parce que, en dehors de la transition, il y a tout un tas de sujets politiques sur lesquels on considère que nous n'avons pas de compétences ou nous n'avons pas d'autorité pour dire quoi que ce soit. Par exemple, les sujets qui touchent aux valeurs, les sujets qui touchent à la fiscalité. Aujourd'hui, on n'a pas tout regardé dans tous les sens. Et par exemple, savoir s'il faut augmenter ou baisser les cotisations retraite, typiquement, on n'a pas d'avis là-dessus. Donc, enfin, ou en tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, le fait d'appeler à voter ou de dire machin ou machine nous paraît être le mieux qualifié ou la mieux qualifiée, c'est quand même pas très très loin d'une consigne de vote, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire.
parce qu'on considère que c'est absolument pas notre rôle. Mais pour revenir sur ce que je viens de dire, il y aura quand même un éclairage de ce que propose la classe politique et de ce que proposent les candidats et les candidates sur le volet sur lequel nous considérons que nous sommes légitimes à avoir un avis. Voilà pour la première question à laquelle je réponds. Alors, dans le deuxième question, même si ce n'est pas la plus, celle qui a reçu le plus de soutien, mais elle est dans la même catégorie, donc je vais la prendre derrière, c'est est-ce que l'expertise du Shift Project a été sollicitée par certains des candidats et certaines des candidates à la prochaine élection? Alors là, la réponse est nous avons été sollicités par des candidats et des candidates. Mais c'est difficile de dire si on peut considérer que c'est notre expertise qui a été sollicitée. Ce qui est sûr, c'est que nous avons des demandes de contact. Je ne vais pas faire la galerie de portrait aujourd'hui parce que c'est assez récent. Et en particulier, j'impute ces demandes de contact assez récentes aux quelques passages médiatiques qui ont fait suite à la publication, soit de la bande dessinée que j'ai faite avec Christophe Blain, il y a eu un début à cette occasion-là, soit pas beaucoup plus loin, et surtout du plan de transformation de l'économie française, pour lequel on a été, enfin moi le premier, assez surpris de l'intérêt que ça suscitait dans un certain nombre de médias. Pour vous dire, le dernier truc en date, c'est qu'on m'a proposé de parler aux auditeurs de Fun Radio. Et alors s'il y a bien un endroit où je ne m'attendais absolument pas à aller parler du plan de transformation de l'économie française, c'est Fun Radio. Alors, autant France Culture, bon je me dis c'est quand même un peu plus dans la ligne éditoriale de la radio, Fun Radio je mets pas. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en gros on est en train d'évoquer un sujet sur lequel il y a de l'attente, et pas juste dans notre propre écosystème et les gens qu'on a l'habitude de croiser. On peut penser que ça devient quelque chose d'un peu plus large. Et alors si ça devient quelque chose d'un peu plus large, ben, du coup ça intéresse les candidats. Il y a un article qui a été publié dans Le Monde hier ou avant-hier qui évoquait que une partie significative des Français considèrent qu'aujourd'hui le discours de Macron, qui va se représenter bien évidemment, et manque de chair sur les questions environnementales. Voilà, donc il y a une attente. Alors en démocratie, quand il y a une attente de l'électorat, nécessairement il y a de l'intérêt de la part des candidats. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont soit venus nous chercher, soit nous, on va gentiment les chercher et ils répondent bien, mais c'est surtout le premier cas de figure qui se présente, et avec lesquels on a engagé une discussion. C'est-à-dire qu'ils nous demandent de venir leur exposer ce qu'il y a dans le plan, ce qu'on fait bien volontiers. Je vais réitérer quelque chose que je dis assez souvent sur la manière dont je considère qu'il faut gérer le dialogue avec la classe politique. En fait, j'ai mis longtemps à comprendre, mais ça tombe bien, maintenant je suis un peu vieux, donc j'ai eu le temps pour moi, j'ai mis longtemps à comprendre que d'aller voir spontanément des personnages politiques simplement pour leur exposer la justesse d'un raisonnement, ça n'avait pas de portée. Donc aller voir un responsable politique en lui disant voilà le problème et voilà comme ce que vous devez comprendre du problème et du coup voilà la solution qui est logique au problème, ça n'a pas d'effet parce que outre ces deux cartes-là qu'il faut avoir dans votre jeu, il faut en avoir une troisième qui est essentielle, c'est une capacité de nuisance s'il n'applique pas la solution qui vous paraît pertinente. Voilà, donc tant que vous n'en êtes pas là, tant que vous n'avez pas cette capacité de nuisance, ils ne vous écoutent pas, ou plus exactement, ils ne mettront pas en application ce que vous leur suggérez. Alors la capacité de nuisance, c'est quoi? C'est le fait que leur électorat va les sanctionner ou qu'ils perdent un électorat potentiel, donc c'est l'une des deux versions, s'ils n'appliquent pas la suggestion que vous leur faites. Voilà. À partir du moment où on en est là, alors là, ils commencent à vous écouter d'une oreille attentive. Et donc ce qui se passe aujourd'hui avec le Shift Project, c'est qu'on a une audience qui est beaucoup plus importante que celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années, en particulier lors de la dernière élection. Cette audience, elle se mesure, comme je le disais tout à l'heure, à la place que nous avons dans les médias, c'est une manière de mesurer l'audience. Elle se mesure au nombre de shifters. Là, toujours pour donner un chiffre, aujourd'hui, on doit avoir dépassé 15 000 shifters. Pour vous donner un ordre de grandeur, un parti comme le MoDem ou comme EELV, le nombre d'adhérents, c'est-à-dire les gens qui payent une cotisation, l'ordre de grandeur c'est 10 000. Hein, vous voyez, donc avec 16 000 shifters, dont la moitié paye une cotisation en gros, bah, on est un peu dans les mêmes ordres de grandeur qu'un parti, un petit ou un moyen parti politique. Donc ça veut dire que ça commence à avoir une importance, ce qu'on représente, ce que le Shift Project représente.
Et donc, à partir du moment où ça a une importance, eh bien, on devient un objet d'intérêt, on devient un objet de dialogue. Il y a un autre élément qui probablement attire l'œil du politique, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est considéré comme des interlocuteurs avec lesquels on peut discuter par les principales centrales syndicales de ce pays. Et ça aussi, ça a une valeur électorale au sens de, même si il n'y a qu'un peu moins de 10% des salariés de ce pays qui sont syndiqués, ben 10% de 25 millions, ça fait quand même 2,5 millions. Donc ça reste une fraction non négligeable de l'électorat. Et donc le fait d'être capable de dialoguer avec ces organismes est également quelque chose qui a de la, comment dire, qui incite les gens qui briguent les suffrages à venir voir, à venir nous renifler derrière ou voir ce qu'on a dans la caboche. Voilà, donc Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que tout ça pour dire que si on veut avoir de l'influence sur le monde politique, en fait, il faut arriver au stade où c'est pas vous qui allez les voir, c'est eux qui viennent vous chercher. Voilà, c'était juste ça, le long développement, là où je voulais en venir avec mon long développement. Ce qui est une autre manière de dire que nous n'allons pas, avec le plan de transformation de l'économie française, faire la cour aux candidats. On discutera bien volontiers avec ceux qui demandent à nous voir. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et les gens à qui on essaye de faire la cour, c'est-à-dire les gens avec qui on essaye de faire de la pédagogie, avec qui on essaye d'expliquer ce que nous avons dans la cervelle, à qui on essaye d'exposer les grandes lignes de notre plan, c'est les gens de la société civile, c'est-à-dire c'est vous là qui êtes en train de regarder, c'est les gens qui vous représentent, ou pour ceux d'entre vous qui sont dans ce cas de figure, qui représentez des gens. Alors qui représentent des gens? Ben justement des responsables syndicaux, des dirigeants économiques, éventuellement des dirigeants d'organismes administratifs, et d'une certaine manière, pas en ce qu'ils les représentent, mais en ce qui les influence, le monde académique et les journalistes. Voilà, donc la population qui nous intéresse avec ce plan de transformation de l'économie française, c'est les gens que je viens de décrire, c'est la partie de la population que je viens de décrire. C'est pas d'abord les politiques, parce qu'on sait très bien, encore une fois, que si on va les voir eux d'abord, il ne se passe pas grand-chose. Il faut convaincre une fraction significative de leurs électeurs. Voilà, petite question sur le dialogue avec le monde politique. Alors, autre question qui est posée dans la même veine, c'est, j'imagine que le PTEF a été envoyé à tous les candidats, est-ce qu'il y a déjà des réactions? Alors, le PTEF n'a pas été envoyé à tous les candidats, à cause de ce que je viens d'évoquer, et en fait, il n'a même pas été envoyé tout court, dans la mesure où le livre chez Odile Jacob, il est paru il y a maintenant 10 jours, hein, donc c'est un peu court pour envoyer ça à tout le monde. Ce qui se passe par contre, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes dans on va dire dans les cercles des candidats qui ont depuis un certain temps commencé à suivre nos travaux. Hein, voilà. Mais on n'a pas encore de réaction aux propositions qui sont reprises. Et la question du reste qu'on se pose à ce stade, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le plan soit repris dans son intégralité et pas juste que les gens picorent des propositions par-ci par-là. Parce qu'à partir du moment où vous faites un ensemble de recommandations, après je vais prendre un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais il est bien évident qu'il faut les appliquer toutes pour que le plan fonctionne. Hein, imaginons que vous ayez quelqu'un qui a un organisme qui ne se porte pas bien et qui a à la fois un problème à la cervelle, au foie, au rein et à l'intestin. Eh bien, il ne suffit pas de dire je vais m'occuper de l'un parce que c'est sympa, puis je vais laisser les autres en déshérence, et puis la personne ira bien quand même. Bon, non, il faut s'occuper de tout en parallèle. Ben là, dans notre plan, c'est un peu pareil. Si on veut que le plan fonctionne, c'est-à-dire qu'on veut effectivement avancer sur la décarbonation de l'économie française à la bonne vitesse, il faut prendre tout le plan, il ne faut pas en prendre la moitié et picorer quelques mesures. Dans les questions qui n'ont pas été posées, mais en fait, qui est une question en marge de celle à laquelle je viens de répondre, il y a est-ce que vous croyez, donc je me la pose à moi-même, est-ce que vous croyez qu'il y a un candidat qui est susceptible d'appliquer le plan là du début à la fin? Alors la réponse est non. Ça va vous surprendre, on va dire comment ça vous avez fait un plan pour des gens et en fait vous êtes convaincu qu'ils ne vont pas l'appliquer? Oui, je suis convaincu qu'ils ne vont pas l'appliquer. Ils ne vont pas l'appliquer, ou plus exactement, ils ne l'appliqueront pas tant que le monde va rester à peu près tranquille. Ce plan, il est né au moment du Covid et ce n'est pas un hasard. Il est né au moment du Covid parce qu'au moment du Covid, quand il était évident qu'on allait soutenir l'économie pour que les gens conservent un emploi,
On aurait aimé, enfin en tout cas moi j'aurais aimé que ce soutien à l'économie se fasse sur des bases différentes de l'économie qui venait de ralentir. C'est-à-dire qu'on soutienne prioritairement des secteurs décarbonés et qu'on soutienne pas trop des secteurs très carbonés. Et puis que par ailleurs, on est à ce moment sorti de notre manche le plan permettant de reconvertir rapidement, ou en tout cas de prendre en charge, les gens qui travaillaient dans les secteurs carbonés qui avaient ralenti et que tout d'un coup, on est de quoi les réembaucher 2 ans plus tard dans les secteurs décarbonés qui démarraient. Puis en fait, ça ne s'est pas passé, tout simplement parce que la feuille de route qui aurait permis de faire ça n'existait pas. Donc ce qu'on s'est dit, c'est cette feuille de route, on va la faire, mais du coup, pour qu'elle entre en vigueur, il faut que la condition première, qui était le choc du Covid, soit également là. Donc je vais le dire autrement, ce plan, il a malheureusement peu de chances d'entrer en vigueur tant qu'on ne se reprendra pas une claque. Par contre, l'espoir que nous avons, c'est que le jour où on reprend une claque, je ne sais pas, une crise financière, je ne sais pas quoi, eh bien au moment où on va remettre l'économie sous perfusion, à ce moment-là, on a une petite chance qu'on sorte notre plan d'un tiroir et qu'on se dise, bon, bah, la perfusion, on va l'organiser de cette manière, pardon. C'est ça qu'il faut faire. Donc, le sentiment que je viens de vous livrer est un sentiment personnel, hein, ce n'est pas le sentiment partagé par l'ensemble du Shift Project, on n'en a pas parlé énormément en interne, mais ma conviction personnelle, c'est que ce plan ne s'appliquera pas en période tranquille. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous n'aurez pas, après l'élection, un candidat élu qui aurait dit juste avant, votre truc quand même c'est vachement bien, je vais tout faire du début à la fin, je n'y crois pas trop. Peut-être, ça serait une divine surprise, après tout, hein, on a eu une bonne surprise avec la diffusion du livre, on peut peut-être avoir une bonne surprise de ce côté-là, mais ma vision plus conservatrice consisterait à dire attendons d'avoir un nouveau coup de tabac, et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on a plus de chances de voir ce plan examiné de très près pour réorienter ce qui se passe. Alors, ploum. Après, est-ce qu'il y a des choses qui sont... voilà. Bon, après, je reviendrai aux autres questions qui sont dans la même catégorie, et du coup, je vais aller à une autre catégorie, et la catégorie en question était croissance-décroissance. Donc il y a une question qui concerne le PTEF et la croissance. Et effectivement, j'ai plus que déclaré, j'ai écrit dans la préface du PTEF que ce plan n'est ni croissantiste ni décroissantiste. Et la personne qui pose la question rajoute, alors qu'en toute logique, une baisse conséquente des flux physiques, telle que décrite dans le plan, se matérialiserait par une diminution de la richesse produite. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous cacher derrière votre petit doigt ? Question complémentaire, alors je répondrai derrière si je m'en rappelle. Est-ce qu'on n'a pas un sujet pour convaincre les entreprises et les actionnaires, etc. Alors, est-ce qu'on se cache derrière notre petit doigt et est-ce que notre plan n'est pas décroissantiste? Alors, juste me cacher derrière mon petit doigt, j'y arrive pas. Si je peux peut-être y arriver si je fais ça. Non, j'y arrive. Ah, ouais, je peux un peu. Bon, non, en fait, on ne se cache pas derrière notre petit doigt parce que, en tout cas, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Quand on dit ce plan n'est ni croissantiste ni décroissantiste, c'est une manière de dire il n'a pas besoin de la croissance pour se matérialiser. Donc il peut se matérialiser dans une économie en contraction, c'est ça qu'on dit. Et par ailleurs, il n'a pas de vocation à engendrer spécifiquement de la croissance ou de la décroissance. Donc effectivement, à convention économique inchangée, et j'insiste sur le fait que c'est à convention économique inchangée, il engendrerait une contraction du PIB. C'est tout à fait vrai. On peut très bien décider de changer la convention économique, on peut très bien décider de rentrer dans le PIB, l'air pur qu'on respire, bon puis voilà, donc à ce moment, la nature nous rend un service qu'on valorise dans le PIB. On peut très bien rentrer dans le PIB, je sais pas quoi, la baisse du stress, enfin voilà. Donc on a un sujet PIB qui est un sujet conventionnel, hein, je rappelle. Aujourd'hui, au moment où le PIB a été créé, il était censé compter essentiellement des objets. Hein. Je vous rappelle que la comptabilité nationale et le PIB, ça date d'avant l'apparition de l'économie de services. Au moment où sont arrivés les services, on a déjà eu un peu plus de mal. Savoir comment est-ce qu'on valorise une heure d'enseignement. Est-ce que vous le valorisez à ce que la personne qui reçoit l'heure d'enseignement va pouvoir en faire s'il fait une licorne chère à Macron et qu'ensuite il gagne des milliards? Ou est-ce que vous la valorisez au salaire de l'enseignant? Typiquement, ce genre de convention change totalement le PIB.
Vous avez aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul l'autre jour, à peu près 100 millions de produits qui sont disponibles à la vente. Et si vous considérez qu'une personne travaille normalement, c'est-à-dire 35 heures par semaine et, que je ne dise pas de bêtises, 46 semaines dans l'année, eh bien vous vous rendez compte qu'avec les 10 statisticiens que nous avons à l'INSEE pour déflater le prix des produits, et là je parle juste des produits, je ne parle même pas des services, hein, eh bien, vous avez nettement moins d'une seconde par produit à déflater. Alors, qu'est-ce que c'est que la déflation? C'est la correction de l'inflation. Hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, la correction de l'inflation, c'est j'achète ce verre une année donnée 1 euro, et puis l'année prochaine, je l'achète 1,05 euros, mais sauf que j'ai une inscription sur le verre. Bon, alors, est-ce que c'est le même verre? Ou bien est-ce que c'est pas le même verre parce que l'inscription dessus, c'est le début de la méthode assimile pour apprendre le mandarin? Bon, bah, vous voyez, c'est compliqué de répondre à la question. Si c'est pas le même verre, c'est pas de l'inflation. Donc en fait, vous considérez qu'on a produit pour 1,5 euros et pas pour 1 euro. Mais si c'est le même verre qu'on vend plus cher alors qu'on ne devrait pas, eh bien on ne va pas compter le verre pour 1,5 euros, on va dire il y a eu 5% d'inflation et je le compte pour 1 euro. Hein, oui. Ce mécanisme s'appelle la correction de l'inflation. Eh bien aujourd'hui nous avons 100 millions de produits sur lesquels il faut appliquer ce mécanisme. Vous comprenez bien qu'en toute bonne rigueur, on ne le fait pas. Donc déjà savoir aujourd'hui ce que compte le PIB, c'est compliqué. Dans les services, c'est encore plus compliqué. Donc j'insiste sur le fait qu'à convention économique inchangée, absolument le PTEF est récessif. Je vais le dire comme ça. Mais ce n'est pas son objet. Et donc, on peut très bien, à côté, dit autrement, ce n'est pas notre débat de savoir si notre truc va engendrer de la croissance ou de la décroissance. C'est juste pas notre débat. Là où ça va devenir notre débat, c'est que si, à convention inchangée, et si on ne change pas la convention, effectivement, le PTEF est récessif, à ce moment, comment est-ce qu'on gère les problèmes qui sont associés? Alors les problèmes qui sont associés, il y en a, on va dire, essentiellement deux. Il y a un problème sur les revenus des individus, mais dans la mesure où nous, on prône la sobriété, si vous avez à la fois un revenu qui baisse de 30% et des charges qui baissent de 30%, au niveau d'un individu, ce n'est pas nécessairement un problème. Aujourd'hui, vous avez déjà des gens, alors ils sont certes minoritaires, mais quand même, vous avez déjà des gens qui font un choix de vie délibéré de baisser leurs revenus en même temps qu'ils baissent leurs charges. Par exemple, des gens qui quittent la ville pour aller se mettre dans une zone, mais c'est un choix de vie, c'est pas juste qu'ils continuent à bosser dans la ville et qu'ils prennent leur bagnole. Ils vont juste faire toute autre chose, ils vont se mettre à faire de la menuiserie, de la bûcheronnerie, être viticulteur, qu'est-ce que je sais, ou loueur de transat sur la plage. Et à ce moment, leur choix de vie, c'est de baisser leurs revenus, baisser leurs charges et vivre dans un cadre qui est différent, et l'équation globale leur convient. Voilà, ils disent, bah, ça nous va bien. Bah, vous voyez bien que là, on est dans un exercice dans lequel ils s'accommodent d'une baisse de leurs revenus parce qu'ils ont piloté leur destin. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas dit, tes revenus vont baisser, puis on ne te demande pas ton avis, et puis t'as quand même, on va te laisser tes désirs inchangés, et évidemment, tu ne pourras plus les satisfaire, parce que ça, c'est très difficile à gérer. On est dans un contexte dans lequel on a suscité chez eux du désir pour une situation dans laquelle ils n'ont plus besoin d'autant d'argent. Voilà, c'est ce qui est très différent. Donc, ça va poser ce problème-là à très large échelle, c'est très clair, si on s'intéresse à la question directe de l'économie. Et le deuxième problème à large échelle que ça va poser, c'est évidemment l'équilibre des finances publiques, puisque aujourd'hui, l'essentiel de la fiscalité, c'est des impôts de flux, c'est-à-dire que c'est des impôts qui sont prélevés sur une fraction du PIB. Les charges sociales, qui sont prélevées sur des revenus, sur les salaires, c'est une fraction du PIB. La TVA, c'est une fraction du PIB, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, tout ça, c'est des fractions du PIB. Les impôts qui ne sont pas dépendants du PIB, mais qui sont dépendants de valeur de stock, vous en avez quelques-uns. Vous avez la taxe sur la détention de téléviseurs, ça ne dépend pas du PIB. Vous avez un téléviseur, vous payez la taxe, voilà, il vaut cher, il ne vaut pas cher. Les impôts fonciers ne sont pas dépendants du PIB. Vous avez un patrimoine foncier et à ce moment, vous payez des impôts fonciers et ils ne sont pas liés à ce que vous avez gagné dans l'année. C'est indépendant. Voilà, donc vous avez quelques impôts de stock. Les autres sont des impôts de flux. Et donc, la difficulté qui va naître dans un monde dans lequel le PIB se contracte, c'est que les recettes fiscales se contractent. Et donc, il y a un sujet de qu'est-ce qu'on fait au niveau de la dépense publique. Voilà, ça c'est un problème. Alors, ce n'est pas un problème sans solution nécessairement, par contre, c'est aujourd'hui un problème non abordé. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur
mon plan de transformation de l'économie, enfin pas le mien, le plan de transformation de l'économie française, à partir du moment où il n'existait pas, on ne pouvait pas le mettre en œuvre. Là, c'est exactement pareil. La réflexion académique et aujourd'hui la quantité de jus de cerveau qui est investie dans les deux problèmes que je viens d'évoquer est proche de zéro. Donc c'est normal que ce soit des problèmes qui nous fassent peur. Il y a au moins une très bonne raison pour qu'ils nous fassent peur, c'est qu'on n'a juste jamais regardé ce qu'on pouvait faire. On n'a jamais regardé ça de manière sérieuse. Il y a quelques personnes de ci, de là qui de temps en temps essayent de... Voilà, mais on n'a pas les bataillons, j'ai envie de dire, de cervelle qu'on a dans l'économie conventionnelle ou dans la gestion conventionnelle que nous avons aujourd'hui investi dans la façon dont on peut aborder ces problèmes. Et il ne s'agit pas juste de gestion, il s'agit de sociologie, il s'agit de psychologie, etc. Et aujourd'hui, toutes les disciplines qui devraient concourir à réfléchir à ces problèmes, aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas mobilisées. Y a pas, donc le premier intéressé, qui est l'État, ne finance pas de recherche, par exemple, sur ces questions-là. Ce qui est, de mon point de vue, dommage, parce qu'on est en train de se priver de quelque chose qui va être très précieux et dont on va avoir besoin de toute façon. Puisque vous connaissez mon discours, de toute façon, les ressources vont se contracter, et donc de toute façon, on aura à faire avec moins. Là, dans le PTEF, on propose de le piloter, et on pense que c'est beaucoup plus confortable de le piloter que de le subir. Voilà, donc, indépendamment de la blague sur le petit doigt, le PTEF ne vise pas, en tant que tel, la croissance ou la décroissance, à la différence de beaucoup de programmes électoraux et de plans économiques où on dit d'abord il faut viser la croissance, puis ensuite on verra ce qu'on en fait. Et deuxième chose, aujourd'hui, il reste des domaines non explorés, qui sont les deux questions essentielles que je viens de poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adapte nos systèmes de gestion et nos conventions économiques à ce contexte nouveau, qui n'a jamais existé depuis qu'on a deux comptabilités nationales. La comptabilité nationale en décroissance, on n'a jamais fait, et qui n'a jamais, enfin, quasiment jamais existé depuis qu'on a la comptabilité tout court, puisque l'humanité a globalement été en expansion depuis 10 000 ans. Est-ce que les gens qui freinent, c'est les actionnaires? Alors oui et non, ça dépend desquels. Toute entreprise, même et y compris Carbone 4, est un projet de conquête, donc d'une certaine mesure un projet de croissance. Pardon. Je vous rassure, le virus du Covid ne passe pas par les réseaux électroniques. Donc et en plus, c'est pas ça. Donc des actionnaires dans des entreprises, ils sont rarement ravis que l'entreprise dise je vais baisser mon chiffre d'affaires, je vais baisser mes revenus, mais il n'y a pas que les actionnaires qui ne sont pas ravis. En général, les gens qui travaillent dans l'entreprise ne sont pas ravis non plus du tout. Donc dès qu'il s'agit de contracter l'activité d'une entreprise, vous allez rarement trouver les salariés qui vont manifester et défiler dans la rue en disant ouais, nous on est dans un truc qui est dégueulasse, ouais, on veut être contracté. Jamais, ça n'existe pas ça. Donc, dans les gens qui vont s'opposer à ce qu'on décarbone l'économie si ça ne doit pas faire les affaires de l'entreprise dans laquelle ils sont, certes, vous allez trouver des actionnaires, c'est absolument certain. Mais pas que. Vous allez trouver les salariés, et en ce qu'ils représentent les salariés, enfin, ou qu'ils ont besoin des salariés plus exactement, et en ce qu'ils doivent prendre leurs instructions des actionnaires, vous allez évidemment trouver les dirigeants, qui quelquefois sont aussi des actionnaires. Donc l'équation est un tout petit peu plus complexe que ça, et vous remarquerez que quand il s'agit de défendre une branche professionnelle, quelles qu'en soient les raisons, bonnes ou mauvaises, c'est rare que les salariés et les actionnaires, on va dire, s'opposent. S'il s'agit de défendre l'activité en tant que telle, tout le monde se serre les coudes, hein, c'est pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, si on est un peu plus spécifique, dans les actionnaires, vous avez les actionnaires en direct et puis vous avez ce qu'on appelle les investisseurs. Moi, par exemple, je suis un des actionnaires de Carbone 4, mais je ne suis pas investisseur. Mon métier, c'est pas de mettre mon argent dans d'autres entreprises. Du reste, à titre personnel, j'ai pas de PEA, j'ai pas d'action, j'ai rien de tout ça. Tout simplement parce que j'ai jamais compris la manière dont on devait naviguer dans cet univers-là, donc j'y irai pas. Mais donc, c'est pas une affaire morale à la base, hein, c'est juste une affaire que j'aime pas les trucs que je comprends pas. Donc, les investisseurs, eux, ils ont une logique qui est un peu différente. Ils vont se dire, si dans cette affaire-là, il y a plus à gagner qu'à perdre,
Moi, ça me va bien, je n'ai pas de problème. Alors, quels sont les secteurs qui souffrent dans une politique de décarbonation? C'est les secteurs de biens de consommation. Du reste, parce qu'on va devoir être sobre, donc on va consommer moins, donc on va devoir acheter moins de téléphones, moins de vêtements, moins de viande, moins de prises électriques, moins de tables, moins de chaises, etc. Faire durer tout ça plus longtemps. Et donc les secteurs qui nous fournissent les biens de consommation, a priori, ils vont moins bien. Par contre, vous avez énormément de choses à changer dans les infrastructures. Vous devez changer les infrastructures de transport, vous devez changer les infrastructures énergétiques, vous devez, etc. Donc là, dans ce domaine-là, vous devez changer les bâtiments, c'est aussi des infrastructures. Donc dans le domaine des infrastructures, là vous avez plutôt des trucs intéressants à faire. Voilà, donc, bon. Et enfin, vous avez un certain secteur des biens de consommation qui vont également en bénéficier. Par exemple, les gens qui fabriquent des vélos, normalement, ils devraient se porter mieux. Aujourd'hui, les actionnaires, ma perception à moi, c'est que effectivement, si l'économie au sens du PIB doit se contracter, ils vont globalement perdre. Mais, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, le monde financier n'en est pas du tout persuadé. Eux, ils sont totalement persuadés qu'on va avoir de la croissance verte. Donc, le grand paradoxe que vous allez peut-être découvrir maintenant, c'est que globalement, le monde financier n'est pas du tout hostile à la décarbonation. Pas du tout. Parce qu'ils sont intimement persuadés que globalement, ils vont gagner de l'argent. Ce qui se discute encore une fois. Ou en tout cas, ils sont pas fondamentalement hostiles. Je dirais, ils sont pas fondamentalement hostiles. Donc quand on voit dans le monde économique les gens qui sont fondamentalement hostiles, encore une fois, c'est des gens qui ont bien identifié que l'activité dans laquelle ils étaient, eux, allait être une activité perdante. C'est la raison pour laquelle, dans le plan de transformation de l'économie française, on a séparé le problème en deux. On a dit qu'on ne parlait pas d'argent, donc ce que deviennent les actionnaires, pour le moment, ce n'est pas notre problème. Et du reste, à titre personnel, là, ce n'est pas le shift qui parle, moi, j'ai toujours dit que si l'actionnaire perd, c'est juste pas mon problème. Il n'a jamais, et pour ceux d'entre vous qui ont éventuellement de l'assurance vie, ce qui n'est pas mon cas, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous fait signer des tas de petites phrases en minuscules dans lesquelles il est écrit « Faites gaffe, investir comporte des risques, faites attention, vous n'êtes pas sûr de récupérer, etc. » Donc, jamais l'actionnaire n'a eu la garantie de récupérer son argent. Et si j'ai un bon conseil à donner à tous les gens qui me regardent, ne comptez jamais sur votre épargne en action comme sur quelque chose qui est garanti. D'accord ? Ne faites pas ça. Bon. Vous pouvez en perdre tout ou partie. Voilà, ça fait partie du deal à partir du moment où c'est des actions. Donc ce que devient l'actionnaire, il a investi, c'est à ses risques et périls. Ce que devient le salarié, c'est très différent. Donc dans le plan de transformation de l'économie française, ce qui nous importe vraiment, c'est comment on déplace l'emploi sans que les gens le perdent. Alors déplacer l'emploi sans que les gens le perdent, ça veut dire qu'on doit gérer correctement les flux d'entrée. Il faut que les gens qui rentrent dans l'emploi aillent prioritairement travailler dans des secteurs qui sont utiles. Il y a évidemment à gérer naturellement un flux de sortie. Donc sur 30 ans, une partie des gens dont on n'aura plus besoin au sens de devant opérer dans un secteur donné, il y en a une partie, ils vont s'en aller naturellement, ça s'appelle la retraite. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper plus que ça. Il faut juste attendre qu'ils partent à la retraite. Par contre, vous avez une partie des gens qui vont devoir changer de métier parce qu'ils ne sont pas à la retraite là. Et vous avez même, mieux que ça, une partie des gens qui vont devoir rentrer dans un secteur qui va pourtant s'affaiblir parce que même si le secteur s'affaiblit, il va quand même en rester quelque chose et donc il faut quand même rester lui. Il faut quand même qu'il y ait du sang neuf qui rentre dans le secteur. Puis le secteur va devoir changer. Donc à ce moment, vous avez des déplacements à opérer sur l'emploi et c'est des problèmes très compliqués. Les déplacements, ça veut dire que si vous changez d'emploi, souvent vous changez d'entreprise, donc vous vous coupez d'un réseau dans lequel vous avez souvent des liens affectifs. Les collègues qui ne peuvent pas s'encadrer, heureusement, ce n'est pas le lot commun. Dans la majeure partie des entreprises et des administrations, vous avez quand même quelques personnes avec qui vous vous entendez bien. Donc voilà, si vous changez d'emploi en changeant de lieu d'emploi, c'est compliqué. C'est compliqué si vous devez déménager. Enfin voilà. Donc il y a un prix à payer, j'ai envie de dire, un prix affectif. Un prix, oui, affectif ou psychologique à payer dans ce genre de choses. Ça se fait, mais il faut mettre en place un dispositif qui aide à ce que ce genre de choses se fasse sans heurts. Donc ça a été une de nos préoccupations importantes au sein du plan de transformation de l'économie française. On a initié ce chantier-là. On est loin d'être au bout. Encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, il a fallu des siècles pour perfectionner le système fossile dans lequel on est. Donc c'est pas en 2 ans, et même si on a été nombreux, qu'on a conceptualisé tout ce qu'il fallait détricoter. Donc on est clairement au début de l'histoire.
Mais sur la question de l'emploi, on a clairement identifié, encore une fois, que c'était un sujet majeur. Et j'insiste, comme c'est un sujet majeur, c'est un sujet potentiel de résistance, à mon avis, plus forte que celle qui vient des actionnaires quand il s'agit de transitionner à large échelle. Les actionnaires résistent, mais je pense que, et à juste titre, les gens qui ont peur pour leur job, ils résistent encore plus. Alors, allez, celle-là elle est rigolote, je vais la prendre au passage. À choisir entre deux mots, vaut-il mieux un ou une future présidente? La personne qui a posé la question a mis un E entre parenthèses à un, une, E à futur, E, mais pas de E entre parenthèses à président. Je ne sais pas, voilà. C'est arrêté en cours de route. Décroissant et antinucléaire, ou favorable à la construction de nouveaux EPR, mais qui gardent la croissance en vertu cardinale. Eh ben, il vaut mieux ni l'un ni l'autre. Si on veut la croissance en vertu cardinale, de toute façon, ce que je pense, c'est qu'on ne l'aura pas. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur la contrainte de ressources. En fait, si vous regardez, je vais en revenir à ma définition du PIB. Si vous regardez bien comment évolue le PIB que je pourrais qualifier de vrai, c'est-à-dire la production industrielle et les biens et services matériels. En Europe, depuis 2007, ça n'a pas augmenté. Donc ce qui a augmenté, c'est le PIB nominal, la façon dont on compte. Par contre, le PIB vrai, les mètres carrés qu'on construit, les tonnes qu'on charge dans les camions, etc., non seulement ça n'a pas augmenté, mais dans beaucoup de pays d'Europe, ça a baissé. Pourquoi est-ce que ça a baissé? Tout simplement parce que l'énergie disponible qui rentre en Europe s'est mise à baisser depuis 2007 pour des contraintes géologiques, ça n'a rien à voir avec le climat. Et du coup, le nombre de machines qu'on peut faire travailler baisse, et du coup, la production baisse. Alors, il y a un peu d'efficacité énergétique qui compense, et par ailleurs, dans la façon dont on compte le PIB, il y a les artefacts que j'évoquais tout à l'heure qui compensent. Il y a des produits qui sont mal déflatés, des services qui sont mal déflatés, et de l'inflation d'actifs qui engendre des produits qui sont comptés au nominal. Par exemple, les crédits bancaires sont comptés au nominal, enfin la production bancaire est comptée au nominal, alors même que si ça alimente, si c'est pour financer un marché immobilier dont le prix augmente, ça ne fait pas plus de mètres carrés disponibles. Donc vous avez en Europe depuis 2007, ce que je dis moi, c'est que le PIB vrai, il a arrêté d'augmenter, voire même il est en légère érosion. Ce qui veut dire que mon pari personnel, c'est que même s'il le voulait, le ou la prochaine présidente ne trouvera pas la croissance sur son chemin le plus vraisemblable. Alors il va trouver un petit coup de rebond post-Covid, mais en évolution structurelle, c'est pas ça qu'il va trouver. Donc, est-ce qu'il vaut mieux un président pro-croissance? Ben non, parce que ce président pro-croissance, il va créer de la désillusion sur cette partie-là, et la désillusion est un poison quand elle est trop forte pour les démocraties. Est-ce qu'il faut un président antinucléaire ou une présidente antinucléaire? Pas plus, mais vous remarquerez que sur ce sujet-là, la nature du débat est en train de changer, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans un débat qui est plus technique. Est-ce qu'il faut faire des réacteurs comme ceci, comme cela? Est-ce qu'il faut prolonger, pas prolonger? Est-ce qu'il faut réparer, pas réparer? Comment est-ce qu'on s'organise si on a un truc qu'on doit changer? Et qui me paraît être le niveau sain du débat, parce que le niveau sain du débat, c'est de regarder les chiffres et les faits, et de parler action sur la base de faits, et pas uniquement de ressentis, quand ils ne sont pas en adéquation avec les faits. Si on a quelqu'un d'antinucléaire, en fait, dans ma vision du monde, où ce sont les machines qui produisent, eh bien, ça, comme on ne sera pas capable de remplacer à la bonne vitesse, on le voit du reste, rien que chez nos Allemands rien que chez nos voisins allemands qui avaient pourtant moins de nucléaire que nous, le nucléaire uniquement par des renouvelables et du stockage, eh bien, on court le risque d'avoir des défauts d'approvisionnement en énergie, donc de ne pas avoir assez d'électricité, d'avoir de temps en temps des coupures, des blackouts, des rationnements, etc. Et ça va contracter, à cause du lien énergie-économie, le système économique plus vite, et peut-être plus vite qu'il n'est capable de le supporter. En plus, ça va le contracter sur une partie qui est alimentée par de l'énergie décarbonée. Donc ça n'évite pas l'effort qu'il faut faire de toute façon à côté sur la partie carbonée. Donc en gros, on se prend un double effort sans avoir hiérarchisé les risques, c'est-à-dire sans s'être posé la question de savoir s'il y en a un qui était plus urgent que l'autre, parce que le risque, la sanction à ne pas le faire, est plus lourde d'un côté que de l'autre. Donc un premier magistrat qui serait, ou une première magistrate qui serait antinucléaire prend l'option
en fait, de rajouter à l'effort qui est demandé aux Français, alors même que les Français n'ont pas bien compris le niveau de l'effort qu'on allait leur demander. Et pour en revenir au débat qu'on a eu sur le PIB, en fait, ça revient à dire qu'on va leur demander un effort de sobriété considérablement plus important. Et une sobriété que vous n'avez pas désirée, ça s'appelle de la pauvreté. C'est quelque chose que j'ai souvent évoqué auprès de mes étudiants pour leur donner les 3 termes des économies d'énergie. Hein. L'efficacité, c'est quand vous avez le même service en consommant moins d'énergie. La sobriété, c'est quand vous souhaitez vous passer du service et du coup vous avez besoin de moins d'énergie. Et la pauvreté, c'est quand on vous impose de vous passer du service, mais du coup vous consommez aussi moins d'énergie. Bon. La grosse différence entre la sobriété et la pauvreté, c'est que la sobriété est choisie, donc vous êtes maître de votre destin, vous avez le ressenti de quelqu'un qui pilote sa destinée, et donc vous n'avez pas de rancœur, vous n'avez pas d'amertume, et vous n'avez pas envie de ruer dans les brancards. Quand c'est la pauvreté, on vous a imposé quelque chose, on vous a contraint quelque chose, vous avez un sentiment d'injustice, et à ce moment, vous ruez dans les brancards. Donc les deux sont très très différents, et en fait un président antinucléaire aujourd'hui, ou une présidente antinucléaire, en fait ce qu'il fait en pratique, c'est qu'il prend le risque d'imposer à la population une dose de pauvreté qui ira au-delà de ce que la population est capable de supporter dans la joie et la bonne humeur. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire, si je suis extrêmement clair. Donc je ne pense pas qu'il faille créer de la désillusion en promettant une croissance qui ne sera pas là, et je ne pense pas qu'il faille en rajouter à l'effort en supprimant un matelas et un amortisseur qui... Mon propos reste le même si on est obligé de retirer du service 10 réacteurs parce qu'ils ont des problèmes de corrosion sur un circuit de secours. Ça ne change rien. Bah, à ce moment, on retire ces 10-là, mais on garde quand même les autres. Donc le sujet, et on essaye quand même de construire des nouveaux réacteurs pour remplacer ceux qu'on a. Voilà. Donc le propos que je tiens est indépendant du niveau qu'on arrivera à avoir. Hein. C'est juste que moins on en a, et plus la population va devoir soit désirer de la sobriété, car j'insiste sur le fait qu'elle doit être désirable, sinon c'est pas de la sobriété, c'est de la pauvreté, soit subir de la pauvreté, et s'il y a trop de pauvreté, il y aura de la révolte. Ça l'histoire est malheureusement extrêmement riche sur ce plan-là. Voilà, donc alors maintenant, si je réponds honnêtement à la question, est-ce que je préfère décroissantiste et antinucléaire ou croissantiste et pronucléaire? Eh bien, c'est une affaire de pari. C'est-à-dire que c'est à quelle vitesse est-ce que celui qui a la caractéristique qui m'intéresse va aussi avoir... Enfin, quand décroissantiste, c'est pareil, promettre la décroissance, ça n'a aucun intérêt. C'est un codicile de quelque chose qui est concret, ça je veux bien, mais la promettre en tant que telle, j'y crois pas. Voilà. Et du reste, Delphine Batho, moi j'aurais bien aimé que ce soit la candidate des Verts pour la richesse du débat, mais pas une seconde, elle se serait fait élire comme présidente. Voilà. Mais voilà, donc mais pour la richesse du débat, j'aurais trouvé ça intéressant. Mais cela étant, c'est absolument pas un projet de société de dire on va décroître, point. Voilà. Donc, ça ne peut être qu'au mieux que c'est une conséquence de ce que je vous propose, et il faut l'accepter. Voilà. Mais ça ne peut pas être mieux que ça. Donc si j'essaye de répondre honnêtement à la question, c'est le pari que je pourrais faire sur à quelle vitesse est-ce que quelqu'un qui possède la caractéristique qui m'intéresse va changer d'avis sur la caractéristique qui ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, mon pari, c'est est-ce que quelqu'un qui est décroissantiste et antinucléaire va devenir décroissantiste et pronucléaire, et en fait pas décroissantiste mais PTEFiste plutôt, et à quelle vitesse quelqu'un qui est croissantiste et pronucléaire va devenir pas croissantiste et pronucléaire. Voilà. Je ne sais pas répondre à cette question. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à la question en question, parce que je ne sais pas prendre un pari sur la vitesse à laquelle changera. Très honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis sur la question. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y répondre. Alors, santé et fin de vie. Alors, je vais prendre le sujet santé, je ne vais pas prendre le sujet fin de vie. Enfin, si, je vais prendre un peu, mais pas. Pourquoi aucun candidat ne parle de fin de vie, avoir la possibilité, si on le désire, de partir dignement, sans souffrance, et au passage économiser pas mal de CO2. Alors, quand on a fait la partie santé du PTEF, la première chose qu'on a regardée, c'est quelle était l'empreinte carbone du système de soins. Et donc, on a un calcul à vous proposer qui a été fait par l'équipe qui s'est occupée de la santé dans le PTEF. Et ce calcul est de dire que le système de soins représente à peu près 8% de l'empreinte carbone de la France. Alors, j'insiste sur le fait que c'est à peu près.
Maintenant, à peu près, ça ne veut pas dire 50 et ça ne veut pas dire 1. D'accord? Donc ça veut dire que l'ordre de grandeur est le bon. Donc retenez en ordre de grandeur, c'est un petit 10%. Mon antériorité sur les sujets de carbone me permet de dire que c'est exceptionnel qu'un raffinage d'un calcul de cette nature conduise à changer d'ordre de grandeur. J'ai rarement vu ça, je crois même que j'ai jamais vu ça dans ma petite carrière de comptable du carbone. Alors 8%, c'est très loin d'être négligeable. Ça veut dire que par exemple, c'est 2 fois celle du numérique. Hein. En ordre de grandeur toujours, 2 ou 3 fois. La moitié de cette empreinte carbone vient de la fabrication de tous les, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le système de soins et en particulier à l'hôpital. Donc là-dedans, vous allez trouver les cathéters, les seringues, les compresses, etc. Et vous allez trouver également les médicaments. Et en gros, c'est à peu près 50-50 à l'intérieur. Je n'ai plus les proportions exactes en tête, mais enfin, c'est dans ces eaux-là. Et donc, c'est la fabrication des médicaments, donc la fabrication des principes actifs et des emballages des médicaments, etc. Si on veut avoir un système de santé plus sobre, on comprend bien qu'il va falloir utiliser moins, modulo l'efficacité énergétique que les fabricants sont capables de faire sur ce qu'ils fournissent. On va devoir utiliser quand même à un moment moins de choses. Dans le domaine des médicaments, il y a probablement plus à gagner avec des formulations intelligentes, l'absence du gaspillage, par exemple, la délivrance à l'unité. Vous savez, pour tous ceux d'entre vous qui ont eu à prendre des médicaments dans leur vie, typiquement les antibiotiques pour les gamins, on vous dit tant de gélules, tant de jours, et on vous donne des boîtes qui permettent d'avoir tant de gélules, tant de jours. Et puis, si ça se trouve, on vous donne 2 boîtes et dans la deuxième boîte, il en reste les 3/4 quand vous avez fini le traitement. Bon, et après, vous vous retrouvez avec des boîtes d'antibiotiques à moitié vides et un peu partout. Typiquement, la délivrance à l'unité permet d'éviter ça. Donc, si on vous dit c'est 2 gélules par jour pendant 8 jours, on vous délivre 16 trucs et puis pas 17 et pas 15. Donc ça permet évidemment de vendre moins de médicaments. Alors pour revenir à la question tout à l'heure sur est-ce que c'est récessif, bah oui, pour les labos pharma c'est récessif. Donc s'ils vendent moins de médicaments, ils vendent moins de médicaments, comme dirait l'autre. Par contre, ça ne va pas heurter la qualité des soins. Vous avez besoin d'antibio parce que vous avez un truc qui sinon risque de dégénérer en septicémie, ben, vous aurez toujours vos antibio parce que sinon ça risque de dégénérer en septicémie. Sur les dispositifs médicaux, ça va être un peu plus compliqué, mais en gros, la philosophie est la même. À partir du moment où vous avez besoin du plastique pour faire une poche, pour faire des perfusions, ma foi, tant que vous avez besoin de X poches, vous avez besoin du plastique en question. Et puis vous avez des spécifications, parce que vous êtes dans le domaine sanitaire, donc vous ne pouvez pas faire absolument ce que vous voulez, vous avez des normes à respecter. Donc, il y a une partie, à l'évidence, si je m'inspire de ce qui a été fait dans le chapitre industrie du PTEF, où on dit, grâce à l'amélioration continue, on peut gagner 40% à l'horizon de visibilité, donc sur les 50 ans, hein, sur les 100% qu'on doit gagner, il y en a 40 qui peuvent venir de l'amélioration continue. C'est probablement pareil en ce qui concerne les fournisseurs de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc, il y a quelques dizaines de pourcents, ils peuvent gratter juste en s'occupant du problème, alors que pour le moment, ils s'en fichent. Et dans le volet santé, l'une des choses qu'on fait pour qu'ils s'occupent du problème, c'est d'obliger les fournisseurs à publier des empreintes carbone avant achat ou avant autorisation de mise sur le marché. Donc avant que les médicaments soient autorisés à être mis sur le marché ou avant autorisation de vente, il faut que les hôpitaux achètent, on leur dit on veut voir l'empreinte carbone du bastringue et sinon on vous achète rien. Donc voilà. Mais il y a une partie qui va devoir être faite sur, entre guillemets, la sobriété des soins. Alors, comment est-ce qu'on organise la sobriété des soins en ne diminuant pas la qualité des soins? C'est ça la question. Eh bien, la réponse qu'on a trouvée, et qui n'est pas du tout une réponse de jésuite, qui est une réponse extrêmement sérieuse, c'est il faut diminuer la quantité de soins dont nous avons besoin. Et diminuer la quantité de soins dont nous avons besoin, ça passe par quelque chose qui s'appelle améliorer l'hygiène de vie, améliorer la prévention. C'est évident qu'on a besoin de moins de moyens lourds à l'hôpital pour soigner des gens qui ont des pathologies liées au tabac s'il y a moins de gens qui fument. Donc la bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'au sein de la population, il y ait moins de gens qui aient envie de fumer. Et je redis, qui aient envie. On ne va pas mettre les gens en prison parce qu'ils fument, c'est pas ça l'idée aujourd'hui. Hein. Et si on a ce genre de choses, à ce moment, on aura besoin de moins de moyens pour soigner les pathologies qui sont liées. Alors j'ai pris l'exemple du tabac à dessein, puisque c'est la première cause de mort évitable dans ce pays. On a exactement les mêmes problèmes avec la sédentarité. Là, en ce moment, je suis parfaitement sédentaire, à part ma bouche, puisque j'ai le cul posé sur un fauteuil. Et donc, on a un sujet sur la sédentarité. On a un sujet sur la nature de l'alimentation.
Donc moi j'avais proposé dans le groupe santé, je ne sais plus s'ils l'ont mis de manière aussi explicite que ça ou pas, interdire la publicité à la télévision pour les produits alimentaires gras et sucrés. Et en fait, quand vous regardez bien, c'est à peu près tout ce qui est. C'est très rare qu'on vous fasse la pub à la télévision pour des carottes râpées ou pour du poisson cuit à la vapeur. Vous voyez, c'est pas très courant pour ceux qui ne sont pas végétariens ou véganes. Et donc, ce qu'on va vous faire en général, c'est pour des marques de confiserie que je ne nommerai pas, des pâtes à tartiner que je ne nommerai pas, etc. Donc voilà, c'est ce que les Américains appellent de la junk food. Je trouve que c'est assez bien illustré. Donc on a voilà la publicité. Donc on avait proposé, enfin moi en tout cas j'aurais trouvé rigolo qu'on mette ça dans le volet santé. Mais c'est bien ça la philosophie. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est quoi la conséquence logique de ce que je suis en train de dire sur la partie fin de vie? La partie fin de vie, alors vous connaissez cette blague probablement, c'est dans la dernière année de sa vie qu'on coûte le plus cher à la Sécu, donc je ne sais plus trop quel humoriste avait dit, ben c'est pas un problème, on n'a qu'à supprimer la dernière année de vie, on n'a qu'à mourir un an plus tôt. Alors, c'est évidemment une blague, c'est à moitié une blague, c'est-à-dire qu'il y a probablement un défi qui se pose à nous, à moi avant une bonne partie des gens qui regardent, puisque l'environnement est un sujet de jeunes, qui est comment est-ce qu'on traite effectivement la fin de vie. Alors c'était un bâton merdeux, hein, la dernière fois que j'en ai parlé dans un canard, je me suis pris une volée de bois vert de la part d'un certain nombre de gens, mais bon, comme je suis un peu maso, je vais recommencer. Je pense qu'on a un vrai débat à avoir dans notre pays sur comment est-ce qu'on traite ce sujet et est-ce qu'il est légitime de consacrer des moyens médicaux lourds à maintenir en vie des gens qui pour partie ne le souhaitent pas, j'insiste, qui pour partie ne le souhaitent pas, ou des gens qui sont dans des conditions sanitaires telles que manifestement ça n'a plus de sens aux yeux d'eux-mêmes s'ils pouvaient s'exprimer ou aux yeux de la famille. Et donc la bonne question c'est est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter vers plus de soins palliatifs? Donc dit autrement, moi quand je mourrai, si je suis dans un état absolument lamentable à 95 ans, ou même avant, je me fiche bien qu'on me maintienne dans cet état pendant un an, je m'en fous complètement. J'ai pas envie du reste, j'ai pas envie d'imposer cette charge à la société, j'ai pas envie d'imposer cette charge à mes proches, pas envie. Par contre, j'ai pas envie de souffrir et j'ai pas envie que on me, comment dire, on me fasse mourir dans de mauvaises conditions. Voilà. Et je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, je ne pense pas être un cas isolé, d'un certain nombre de gens qui ne souhaitent pas imposer à la société cette charge d'avoir une prise en charge médicale extrêmement lourde à un moment où les avantages ne sont peut-être pas à la hauteur de l'effort qu'on fait. Donc une partie de la sobriété, c'est clair qu'elle est associée. C'est pour ça que je voulais passer, faire ce long détour par le plan santé. La fin, là, je suis en train de vous livrer un commentaire personnel. C'est pas du tout traité dans la question du volet santé. Mais dans la question de la sobriété dans le système de soins, c'est évident qu'on aura à se poser la question de la fin de vie pour les personnes âgées. Je parle évidemment pas des soins apportés aux gens qui sont jeunes. C'est pas du tout ça mon sujet. C'est la question de ce qu'on fait avec des gens qui sont en fin de vie. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse aborder, me semble-t-il, ce débat, qui aujourd'hui est un débat qui est, alors encore une fois, très affectif, très, enfin voilà. Mais on va avoir essentiellement, hein, dans le monde qui nous attend, beaucoup de débats difficiles, enfin beaucoup de débats compliqués, pour être plus simple, plus clair. Les débats simples et faciles, malheureusement, plus le temps va passer et moins il y en aura. Hein. Donc celui-là en fait partie. Non, il ne s'agit pas de faire soleil vert, puisque je vois passer une réponse. Je n'ai aucune envie de manger mes grands-parents. Je ne pense pas que ça doit avoir très de goût, de reste. Alors, toujours dans la même catégorie, il y avait une question. J'aimerais bien voir un PTOB, avec un P devant, je précise, avec B comme belge. Donc, est-ce que j'ai un jumeau belge qui peut nous pondre ça devant la personne qui m'a posé la question et qui rajoute plus sérieusement, pour les petits pays, l'échelle nationale n'est pas la bonne échelle, il faudrait un plan européen. Et donc du coup, en fait, il veut un plan bruxellois et pas du tout un plan belge, c'est un coquin. Voilà. Alors, plusieurs éléments de réponse liés à ça. Le premier, c'est la méthode du PTEF, c'est-à-dire aborder les problèmes d'abord sous l'angle physique, aborder les problèmes sous l'angle des compétences dont on a besoin et des ressources contingentes avec lesquelles il faut qu'on opère. Cette méthode, elle est parfaitement réplicable à n'importe quel autre pays.
Et du reste, on serait ravis d'apporter notre soutien à, nous le shift, hein, à des initiatives similaires qui verraient le jour, puisqu'on pourrait leur apporter maintenant un retour d'expérience, un REX, comme on dit chez les bons consultants, sur la façon dont ça s'est déroulé en France. On a du reste, alors pour le moment je ne livre pas les secrets de fabrique, mais on a des discussions avec des pays francophones sur justement la possibilité de répliquer cette démarche pour le cas du pays avec lequel enfin plus exactement, qui concerne les discussions. Même pour la Belgique, qui est un petit pays, ça aurait tout à fait du sens de faire un PTOB, avec un P, je précise. Pourquoi est-ce que ça aurait tout à fait du sens? Parce que ce que nous avons voulu faire avec le plan de transformation de l'économie française, c'est justement quelque chose de français. C'est-à-dire quelque chose qui ne demande pas que d'abord l'Europe prenne une décision dont nous serions dépendants. C'est justement ça. Donc ce n'est pas un plan anti-européen, c'est un plan a-européen, c'est-à-dire un plan qui n'a pas besoin d'une décision européenne pour se mettre en œuvre. On a décidé ça parce que c'est un plan que l'on propose au prochain locataire ou à la prochaine locataire de l'Élysée, et le ou la prochaine locataire de l'Élysée a à sa disposition les outils législatifs et réglementaires français, il n'a pas à sa disposition les outils législatifs et réglementaires européens. Donc nous nous sommes beaucoup creusé la cervelle pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer d'actionner comme levier qui ne demande pas l'aval de l'Europe. C'est ça le cahier des charges de départ. Donc notre cahier des charges de départ, c'est on parle physique, on parle compétences et on parle leviers qui sont à la main de l'exécutif français. Et donc la méthode qu'on serait ravis de voir les Belges répliquer, c'est exactement la même, c'est on parle physique, on parle compétences et on parle de ce qui est à la main de l'exécutif belge. Alors il y a une petite différence entre l'exécutif belge et l'exécutif français. C'est que la France est une monarchie élective, comme je le dis parfois, au sens où le locataire de l'Élysée, ou la locataire de l'Élysée, a une quantité de pouvoir absolument hallucinante dans notre pays, comparé, alors je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste c'est un fait, comparé à ce que le gouvernement a comme pouvoir dans beaucoup d'autres démocraties occidentales. Je rappelle encore des choses que j'ai déjà dites, mais en France, c'est le gouvernement qui fait l'agenda du Parlement. C'est le gouvernement qui écrit les projets de loi. Donc quand le Parlement est de la couleur du président de la République, ou de la présidente de la République, eh bien le Parlement, je vais être un peu méchant pour les députés qui regarderont peut-être cette vidéo, mais il n'est pas très loin d'être une chambre d'enregistrement. C'est tellement vrai que si vous avez une initiative parlementaire, une loi déposée par les parlementaires, qui est intelligente, mais qui ne vient pas de la couleur du parti au pouvoir, en général, c'est niet, quelle que soit la proposition qui est déposée. Donc c'est bien la preuve que le Parlement est une chambre d'enregistrement et n'a pas son autonomie de décision. Sinon, même la majorité présidentielle, de temps en temps, déciderait de voter un truc qui a été déposé par l'opposition parce que c'est pas con et que l'opposition ne raconte pas nécessairement que des conneries juste parce que c'est l'opposition. Aujourd'hui, c'est pas de cas de figure évident, en fait. Donc, la différence entre la France et la Belgique, hein, c'est que le gouvernement français est très très fort. Et du coup, ceci explique cela. On est particulièrement fondé à lui faire des reproches quand on considère que le pays n'évolue pas dans la bonne direction, précisément parce que le gouvernement a énormément de pouvoir. Donc, ce n'est pas une absence de pouvoir et le fait qu'il soit contraint par d'autres contre-pouvoirs qui l'empêchent d'avancer. C'est évidemment très différent en Belgique, puisque c'est un État fédéral, et on l'a vu il n'y a pas longtemps sur la passe d'armes qu'il y a eu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement flamand, sur cette question de la construction des centrales à gaz qui doivent prendre le relais des centrales nucléaires, parce que s'il n'y a plus de centrales nucléaires et pas de centrales à gaz en relais, et que dans le même temps les Allemands ont supprimé leur nucléaire et que les Français en ont un peu moins, eh bien on peut commencer à prendre des paris sur l'approvisionnement belge en électricité. Voilà, c'est à mon avis une question qui est intéressante. Voilà, donc il n'y a pas de problème de méthode pour que la Belgique réplique, et au contraire, il y a un vrai intérêt, mais encore une fois, avec cette subtilité qui est que les instances de décision en Belgique ne se présentent pas comme les instances de décision en France. Après, est-ce qu'on peut faire un PTE, c'est-à-dire un plan de transformation de l'économie européenne? Alors la réponse est oui. Mais l'Europe, c'est une construction politique, et c'est une construction politique qui, contrairement à ce qu'on peut penser,
n'est pas un système purement descendant de la Commission et du Parlement vers les États membres. Parce que c'est les États membres qui constituent la Commission et le Parlement. Donc en fait, c'est un jeu d'arbitrage des pouvoirs dans lequel un État membre fort, demandant de façon forte et, j'ai envie de dire, non négociable, que quelque chose soit fait au niveau européen, en général, il l'obtient. Dit autrement, s'il dit, là, il y a une ligne rouge, le Parlement peut voter ce qu'il veut. Moi, je n'irai pas au-delà. C'est juste un niet, c'est un veto absolu. En général, ça conduit l'Europe à ne pas prendre la décision qui irait à l'encontre de la volonté d'un des deux grands États membres, pour être beaucoup plus précis, que sont d'un des deux États membres fondateurs, que sont l'Allemagne et la France. Donc pour être un peu plus précis, aujourd'hui, quand les Français disent ouais, c'est l'Europe qui a décidé, nous on n'y peut rien, c'est évidemment un raisonnement de pleutre. On vient de le voir du reste sur l'histoire de la taxonomie européenne. Là, il y avait une ligne rouge, la France a dit c'est niet, et l'Allemagne du reste a mis une autre ligne rouge qui était le gaz, et donc on a retrouvé le gaz et le nucléaire. Alors le nucléaire c'était justifié, le gaz ça l'est pas, mais peu importe, enfin ou ça l'est pas, ça peut l'être aussi, bon, mais c'est pas le débat du jour. Mais donc la construction européenne est une construction remontante. Ce qui veut dire que si on fait un PTOF, et que le PTOF est une réussite, c'est le meilleur moyen qu'on fasse un PTE, et du reste aussi un PTOB, et peut-être un PTOS pour l'économie espagnole, et peut-être un PTEI. Voilà. La gouvernance de la décarbonation, elle est exportable exactement comme la France a historiquement exporté la délégation de services publics, le système métrique ou la TVA. Donc il n'y a pas de raison. Ou le bilan carbone. Du reste, la comptabilité carbone, aujourd'hui, la norme mondiale sur la comptabilité carbone, c'est le bilan carbone. Donc, ça ne s'appelle pas pareil, mais c'est ça. Donc la France peut très bien exporter la gouvernance de la décarbonation à partir du moment où ça marche bien chez nous. Donc la meilleure option qu'on puisse prendre, c'est ça le sens de ma longue réponse, pour qu'on ait un PTE, c'est que le PTOF soit une réussite chez nous. C'est-à-dire qu'on fasse la preuve, dans les faits, que ce travail, sa diffusion et l'effet observable qu'il aura dans le pays soit probant. Voilà, donc c'est ça. Donc si notre truc, ça reste une élucubration d'intellos qui se sont bien amusés dans leur coin en mangeant des pizzas, il n'y aura pas de PTE. Si ce qu'on fait intéresse une fraction suffisamment importante de la population pour qu'à un moment ça se traduise en décision politique, alors il y aura un PTE. Voilà, c'est en gros comme ça que je peux. Alors peut-être que la personne qui m'a posé la question, il est bien gentil, le père Janco, mais enfin, s'il y a un PTE 15 ans après, parce que c'est ça le temps qu'il faut pour faire la preuve en France, on est totalement hors course. Oui, effectivement, je prends le point que je me suis donné à moi-même, ou le mauvais point que je me suis donné à moi-même. C'est absolument évident que dans une course contre la montre, on n'a pas la nuit pour faire la preuve que ça fonctionne. Donc effectivement, on est intéressé, nous, à faire la preuve que ça fonctionne rapidement. Mais quand même, il faudra le temps qu'il se passe quelque chose en France pour que la démarche soit reproduite ailleurs. Alors, après, continuons. Faut-il sortir des traités européens pour appliquer ce plan? Je viens de répondre à la question, non. Il ne faut pas sortir des traités européens, justement, c'est un plan qui s'applique à traités constants. Après, je vais prendre une question dans un domaine tout à fait différent, puisque ça a aussi beaucoup de likes, qui est la suivante. Le rapport de RTE Futurs énergétiques 2050 a-t-il été pris en compte dans l'élaboration du PTOF? Et si oui, cela a-t-il modifié certaines perspectives, notamment du point de vue de la place accordée au nucléaire et aux ENR dans le mix énergétique, Jancovici étant souvent critiqué pour le ton et les arguments qu'il emploie pour valoriser la filière nucléaire et dévaloriser les ENR. Réponse en plusieurs points. La réponse courte, c'est oui. En fait, la version, le volet énergétique du plan de transformation de l'économie française, c'est le scénario N03 de RTE, c'est-à-dire celui qui comporte le plus de nucléaire. Donc on s'est parfaitement appuyé sur les travaux de RTE pour faire nos propres propositions. Du reste, nous avons eu, depuis maintenant quelques années, des discussions très intéressantes avec RTE. Alors, dans le passé, il m'est arrivé d'être un peu taquin, pour rester poli, sur la façon dont on abordait la prospective électrique en France. Mais depuis quelques années, on a noué un dialogue intéressant. Et en particulier, le Chic Project avait fait, il y a maintenant
J'espère que si Nicolas m'écoute, il ne m'enverra pas des tomates pourries à la figure. De toute façon, c'est pas la saison des tomates. Je ne sais plus si c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, enfin voilà, mais enfin quelques années. On a fait un gros travail qui s'appelait Power Systems 2050 et qui était un discours de la méthode sur la façon de réaliser un scénario énergétique complet, un scénario électrique complet, pardon, je suis lapsus coupable en ce qui me concerne. C'est quoi un scénario électrique complet? C'est un scénario qui est capable de décrire la totalité des contreparties qui sont associées au fait de suivre une trajectoire. Ces contreparties peuvent être économiques, peuvent être une demande en matériaux, une demande en espace, peuvent être en concurrence d'usage des sols, peuvent être etc. Donc c'est toutes les contreparties, tous les éléments qu'un décideur doit avoir pour prendre une décision et arbitrer entre les diverses possibilités qu'il a sous lui. Je crois pouvoir dire, en toute immodestie, puisque ce n'est pas moi qui fais le boulot, que ce travail a permis de nourrir le travail que RTE a engagé sur la scénarisation électrique, puisque moi, je n'ai pas encore lu, malheureusement, j'arrive pas à trouver le temps de faire ça, les quasiment 600 pages du rapport, mais j'ai lu raisonnablement attentivement les 80 ou 85 pages du volet environnemental. Et ce volet environnemental comporte beaucoup d'indications qui, pour moi, sont des indications... En fait, c'est les indications les plus pertinentes. Pour moi, la partie économique, et je vais dire après pourquoi je pense que ce n'est pas l'essentiel, la partie vraiment intéressante, parce que c'est la philosophie du PTEF, donc je ne vais pas vous dire l'inverse, c'est celle qui concerne la partie ressources physiques. Donc, c'est en fonction de la trajectoire qu'on suit, de combien de métal on a besoin, de combien d'espace on a besoin, de combien, etc. C'est ça la partie que j'ai regardée du plus près. Du coup, en retour, on s'est bien évidemment inspiré du travail de RTE pour le scénario. Alors, on a été un peu plus prudent que RTE, c'est là que je vais en venir, sur 2 points. D'abord, le premier, c'est sur nous, on ne reprend pas à notre compte le volet économique, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'économie est une convention. Et du reste, RTE est parfaitement conscient de cette affaire-là, puisque nous avons eu des discussions avec eux sur la manière dont on pourrait éventuellement faire une variante sur le plan économique liée à une hypothèse qui est, après être descendu, le prix des ENR remonte. On va dire pourquoi est-ce que le prix des ENR remonterait? Le prix des ENR pourrait remonter pour une raison très simple, c'est que les dispositifs de collecte des énergies renouvelables, donc les panneaux solaires, les éoliennes, les câbles, les dispositifs de stockage, demandent des matériaux. Ça demande en particulier du métal. Et ça en demande plus que le système électrique conventionnel que nous avons aujourd'hui, qu'on ait du charbon, du gaz ou du nucléaire. À partir du moment où ça demande plus de métal, si vous commencez à avoir une contrainte importante sur les énergies fossiles, que ce soit pour opérer les mines, pour opérer les usines métallurgiques, pour opérer la transformation manufacturière, pour opérer les industries chimiques dont vous avez besoin pour faire des composants de ces collecteurs, et à partir du moment où vous avez une contrainte sur le pétrole, ce qui va nécessairement, quoi qu'on en dise, limiter le commerce international, donc la mondialisation. Or aujourd'hui, tous les panneaux qu'on installe en France, ils sont faits en Chine, et une bonne partie des éoliennes qu'on installe en France ne sont pas faites en France. Donc si demain matin, vous avez plus de bateaux, plus de camions, plus d'avions, sauf la petite partie qui sera électrique, il est évident que ça sera un peu plus compliqué de transporter partout dans le monde des gros tonnages de matériaux ou des gros tonnages de métaux. Ça, la contrepartie économique de cette affaire, ça s'appelle une hausse du prix réel. Alors, c'est ça en pratique que ça veut dire. Donc, vous avez une option qui, à titre personnel, me paraît tout à fait normale à explorer, je dis bien normale à explorer, dans une optique où vous cherchez à voir quels sont les risques contre lesquels vous cherchez à vous couvrir. Hein. Eh bien, un des risques, c'est qu'après avoir baissé, le prix des dispositifs de collecte et des câbles et des machins se met à augmenter, et à ce moment, plus vous avez besoin de métal, de câbles, de dispositifs de collecte et de dispositifs de stockage qui sont aussi largement du métal, enfin pour les batteries, et plus le coût global de votre système va augmenter. Donc la question de savoir, donc la trajectoire économique qui est celle sur laquelle se base RTE, qui est le prix des ENR continue à baisser, moi, je mets un disclaimer en disant il faut mettre en gras et en rouge que ça suppose que la productivité que aujourd'hui les énergies fossiles nous ont apportée sur le système industriel mondial se conserve à l'avenir. Voilà. Dans un monde dans lequel nous n'avons plus les énergies fossiles. Et pour ma part, c'est un énorme caveat. La deuxième chose, donc RTE ne dit pas le contraire, puisqu'ils sont transparents sur les hypothèses qu'ils utilisent. Par contre, dans l'interprétation de ce volet-là du scénario de RTE, il faut être prudent, puisque, encore une fois, il faut souscrire à l'hypothèse de départ, et RTE ne dit pas, ils disent c'est celle qu'on a prise, ils ne disent pas c'est celle qui, en notre âme et conscience, nous paraît la plus probable, ils disent juste c'est celle qu'on a prise.
La deuxième chose sur laquelle... alors nous, on ne parle pas d'argent dans le PTEF, donc là, je fais une digression personnelle, mais c'est... Voilà. La deuxième chose sur laquelle on a été prudent, c'est qu'on dit, et ça a été très très clairement dit par Nicolas Rayard quand on a présenté le PTEF à Sciences Po lundi dernier, il a dit, en fait, toute option qu'on peut prendre comporte des risques. Toutes, y compris l'option nucléaire. Alors, le risque majeur de l'option nucléaire, il n'est pas, contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre de gens peut-être, le risque qu'on ait un accident si on regarde les faits, parce que le plus probable si on a un accident en France, c'est que ça sera un accident du type Three Mile Island, c'est-à-dire on perd le réacteur et puis point, quoi. Donc voilà, c'est ça le plus probable. Quand on perd une usine chimique comme AZF, on ne dit pas on va sortir de la chimie parce qu'on a perdu une usine chimique. Et en plus, ça a fait des morts. Donc on dit bon, bah, on va indemniser les morts et puis faire en sorte que cet accident-là ne se reproduise pas, mais on ne dit pas on va sortir de la chimie et ne plus avoir de savon, de shampoing. On ne dit pas ça. Donc sur le nucléaire, si on gère exactement de la même manière, bon, il y a un risque d'accident, mais c'est un risque qui se gère comme un accident industriel. Voilà, ni plus ni moins. Le point important dans le nucléaire, c'est le risque de ne pas arriver au bout du programme parce qu'on a un défaut de compétence ou un défaut de réglementation intelligente. Alors un défaut de réglementation intelligente, c'est qu'on se met des contraintes qui sont au-delà de celles auxquelles on peut satisfaire, et à ce moment, on ne fait pas parce que les contraintes sont trop dures, et pas nécessairement de manière justifiée. Et il y a un défaut de compétence. Une centrale nucléaire, ça reste un truc qui est quand même plus compliqué à construire et à installer qu'un panneau solaire, c'est absolument évident. Donc ce qui est compliqué dans le solaire, c'est pas de faire le panneau, c'est de faire le système. Et c'est une complexité d'organisation, c'est pas une complexité technique. Il y a des limites physiques, mais la complexité, elle est d'organisation. En ce qui concerne le nucléaire, la complexité est dans la construction d'une centrale, parce que la centrale, c'est un bousin compliqué, et donc c'est compliqué. Donc la vraie limite du nucléaire, c'est une limite en compétence et une limite en réglementation, et donc il y a un vrai risque, si on prend l'option nucléaire, qu'on ne soit pas prêt à temps, parce qu'il n'y a pas les compétences et qu'il n'y a pas la bonne réglementation. Et un des trucs qui tue les compétences et qui fait une réglementation excessivement prudente, c'est le stop and go qu'on a eu depuis 20 ans dans ce pays. Un coup j'en fais, un coup j'en fais plus, un coup j'en fais, un coup j'en fais plus, etc. Ça, c'est très très mauvais pour les compétences. C'est un peu comme si pour tous les gens qui regardent, qui sont en train de suivre des études, imaginons que vous soyez en train de suivre des études parce que vous avez envie de devenir mécanicien automobile, et puis un coup on vous dit il n'y aura plus d'auto parce qu'il y a des vélos, puis le lendemain on vous dit si il y a des autos quand même, et puis le surlendemain on vous dit non il n'y a plus d'auto parce qu'il y a des vélos, etc. Bah, vous comprenez bien que dans ce genre de contexte, vous avez une petite hésitation sur est-ce que vous devez continuer vos études, vous êtes moyen motivé par rapport à si on vous dit non, on vous garantit qu'il y aura des voitures, enfin vous comprenez bien. Bon, donc c'est exactement ça pour les compétences. Et puis si on vous dit ça tous les 4 matins, si vous réfléchissez, si vous hésitez entre une formation mécanicien pour voiture et avocat, eh bien vous choisirez plutôt avocat que mécanicien pour voiture. Donc à partir du moment où vous avez du stop and go, vous avez nécessairement un déficit sur les compétences, c'est absolument évident. Alors il n'est pas violent en ce moment, mais de fait c'est un risque. Et pareil pour la réglementation. Donc sur l'option nucléaire, on le dit très clairement, il y a un risque de ne pas aller au bout à cause du fait qu'on ne sera pas suffisamment déterminé et constant dans le programme qu'on met en route. Du côté renouvelable, il y a un risque de ne pas aller au bout parce que nous allons buter sur d'autres limites. Donc je parlais tout à l'heure des limites en matériaux. L'Agence internationale de l'énergie a dit il n'y a pas longtemps, sur les mines de cuivre en exploitation, on s'approche probablement du pic de production. Alors vous allez me dire, il y a d'autres mines qu'on pourrait mettre... Oui, ok, mais plus vous mettez des nouvelles mines en opération, et plus en général, la teneur en métal de la mine est faible, donc c'est des mines qui ont un moins bon rendement, il faut plus d'énergie pour extraire le métal. Alors plus d'énergie pour extraire le métal pour faire le système énergétique, vous comprenez qu'à un moment, il y a un truc de bouclage, enfin une rétroaction négative qui va s'amplifier. Donc vous avez un risque sur la disponibilité des métaux qui se traduira en termes économiques par l'inflation dont je parlais tout à l'heure. Et du reste, l'inflation sur les panneaux solaires, sauf erreur de ma part, elle a déjà commencé. Alors je ne sais pas si c'est un effet post-Covid, si c'est le début d'un renversement de tendance, j'en sais rien, mais vous avez cet effet-là. Vous avez un effet sur la disponibilité en espace. J'ai calculé qu'aujourd'hui, il y avait déjà 2,5 ou 3 millions de Français qui voyaient une éolienne depuis leur domicile. Et en général, quand on voit l'éolienne depuis le domicile de quelqu'un, la valeur patrimoniale du domicile baisse. Voilà, c'est un truc que vous disent les agents immobiliers. C'est un fait. Encore une fois, on peut considérer que c'est un coût que la collectivité doit assumer, mais c'est un fait. Donc, ce qui va se passer, et puis vous le voyez aussi avec la manière dont ça se passe dans le débat, le vrai risque pour les renouvelables, c'est qu'il y ait un écart entre ce qu'on imagine que les gens vont être prêts à accepter en termes d'occupation par les dispositifs de collecte,
Et ce qui va vraiment se passer, c'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir du freinage de ce côté-là. Donc on n'arrive pas à déployer à temps, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits où il n'y a personne et où on peut mettre assez d'éoliennes et de panneaux solaires, où il n'y a pas suffisamment de matériaux pour y arriver, où il n'y a pas les contreparties qu'on doit avoir par ailleurs, qui sont le stockage, parce que RTE est très clair sur le fait que même les scénarios à 50% de nucléaire, il y a besoin de plus de stockage et d'interconnexion qu'aujourd'hui. L'effacement, etc. Voilà, donc là, pour vous prendre un exemple très récent, si vous allez sur le site de RTE et que vous regardez la production éolienne et solaire du mois de janvier qui vient de s'écouler, vous verrez qu'il y a eu 2 épisodes de vent un peu significatifs sur l'ensemble du mois de janvier, que le reste du temps, la production a été extrêmement faible. Et comme nous sommes en hiver et que le soleil est bas sur l'horizon, la production solaire, elle est également raisonnablement faible et en plus nulle toutes les nuits. Donc voilà typiquement un mois dans lequel, si vous n'avez pas des moyens de stockage et si vous n'avez pas une manière de compenser, bah, vous êtes pas bien. Alors dans les moyens de compenser, il y a également les interconnexions, mais les interconnexions augmentent votre dépendance aux pays voisins. Donc à ce moment, vous reportez le risque sur est-ce que les pays voisins vont vraiment faire ce qui est nécessaire pour nous fournir de l'électricité quand nous allons en avoir besoin. Dit autrement, est-ce que les pays voisins, ils auront une politique résolument exportatrice quand nous avons besoin d'être importateurs, ou est-ce qu'ils vont juste s'occuper de leurs propres problèmes et il n'y aura pas d'électricité en plus pour nous quand on en a besoin. Tout ça, c'est des points d'interrogation, c'est des risques. Alors, pour aller au bout de cette longue digression, ça veut dire que le pari que nous avons pris, enfin le pari, la position plus exactement que nous avons pris au Shift Project, c'est de dire on se cale sur RTE pour la partie qu'on considère comme acquise. La partie qu'on considère comme acquise, c'est le nucléaire historique, on continue à faire fonctionner moins les centrales qui arriveront en fin de vie, certaines à 40, d'autres à 50, d'autres à 60, d'autres peut-être à 70. Voilà, il va y avoir un panachage sur l'ensemble des réacteurs qu'on a. Si notre seule limite est une limite technique, c'est-à-dire on les retire du service quand l'ASN dit elles sont plus bonnes pour le service, à ce moment, les durées de vie ne vont pas être les mêmes. On rajoute quelques réacteurs neufs, donc pour le moment on s'est calé sur ce que la filière dit pouvoir construire, sachant que ma conviction personnelle, c'est que si on se met dans un contexte, allez je vais être un peu taquin, chinois ou russe, c'est-à-dire avec un pouvoir central dont nous avons l'absolue certitude qu'il ne va plus varier sur les 30 ans qui viennent, ma conviction c'est qu'on ira plus vite que ce que l'industrie dit pouvoir faire aujourd'hui. Parce que historiquement c'est ce qui s'est passé, et parce que les Américains ont réorienté un tiers de leur PIB en 3 ans quand ils étaient en guerre. Donc à partir du moment où il y a un sentiment d'urgence et une constance du côté du pouvoir politique, mon sentiment c'est qu'on peut aller plus vite. Mais c'est pas grave. Pour le moment, c'est avec mon sentiment. Donc on s'est calé sur le scénario de RTE sur la partie nucléaire. On s'est calé sur, donc nous on n'est pas zémoristes, on ne veut pas démonter les éoliennes existantes on les garde, voilà, jusqu'à la fin de leur vie, pas de problème. Et pour le reste, on dit, on n'a pas encore suffisamment regardé le problème de suffisamment près, malgré le travail remarquable de RTE, pour être capable d'arbitrer de façon totalement assurée entre les diverses options qui sont pour le reste, on fait que de l'ENR, que du nucléaire ou un panachage des deux. Voilà, on considère qu'aujourd'hui, le sujet n'a pas encore été suffisamment creusé pour qu'on soit capable d'arbitrer. Alors vous allez me dire, sauf qu'à court terme, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut quand même prendre des décisions. À court terme, on fait feu de tout bois. Donc à court terme, on continue à construire des ENR là où ça emmerde pas trop les gens et là où manifestement on a encore un petit gain à faire sur le fossile qui est importé. Parce que le fossile français, on fait exactement ce que Macron a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire on développe du nouveau nucléaire, et pour le reste, on se dépêche de creuser beaucoup plus sérieusement la question pour voir comment est-ce qu'on instruit beaucoup mieux les risques que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant. Donc il faut qu'on ait une vision plus claire et dépassionnée, pas tétanisée, dépassionnée des risques. Alors je vais répondre à la deuxième, et c'est urgent, et je vais répondre à la deuxième partie de la question qui est est-ce que j'ai changé d'avis sur l'arbitrage ENR nucléaire? Non, je n'ai pas changé d'avis. Je continue à considérer que le nucléaire est supérieur à l'éolien et au solaire. Je continue à le considérer. C'est une énergie plus compacte qui demande moins de matériaux, qui engendre plus de valeur ajoutée située dans le sol français, qui est beaucoup plus simple à gérer dans un réseau et qui n'est pas plus dangereuse, en tout cas compte tenu des précautions que nous prenons en France. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut s'interdire de rajouter une éolienne dans ce pays? Non, pas nécessairement. Mais là, on est dans la réelle politique, j'ai envie de dire. On n'est pas dans est-ce qu'il y en a une qui a sur le papier une vertu supérieure à l'autre, hein, c'est pas exactement la même question. Mais je n'ai pas changé d'avis sur la hiérarchie des performances. Voilà, je n'ai absolument pas changé d'avis là-dessus. Par contre, je n'ai jamais dit
je crois, que c'était une ânerie de faire des ENR, point. Non seulement j'ai jamais dit, mais j'ai toujours dit l'inverse. J'ai toujours dit que c'était circonstanciel, cette affaire. Et donc, si les circonstances en France font que c'est intelligent parce que, à court terme, ça permet de gratter un petit quelque chose, d'en rajouter un peu, ça ne me pose pas de problème. Après, il ne faut pas faire ça n'importe comment, et donc, même si ça coûte plus cher, je préfère par exemple qu'on rajoute des panneaux solaires sur les toits des maisons plutôt qu'en supprimant de la forêt. Voilà, voilà un exemple. Donc je continue à considérer qu'il faut être contextuel et qu'il ne faut pas être monomaniaque dans cette affaire, mais j'insiste, à titre personnel, je n'ai pas changé d'avis sur la hiérarchie des mérites. Alors, ensuite, donc ça j'ai répondu sur la question sur le développement du nucléaire. Ça j'ai répondu également, ça j'ai répondu. Là la question, elle est répondue également. Allez, sur la politique, on va dire qu'on a à peu près fait le tour. J'ai une question un peu... Ouais, non, ça je vais la laisser pour une prochaine fois. Désolé pour la personne qui a posé la question sur la pompe à chaleur. Peut-être qu'on fera une session bâtiment un jour, ça sera plus... Je mettrai ça dans l'ensemble. Alors ça, c'est une question pas PTEF, le risque de fonte de l'iceberg en Antarctique. Et est-ce qu'on a... Alors oui, non, ça je peux répondre très rapidement. Est-ce que le risque qu'on ait une montée des eaux de 3 mètres et d'une forte probabilité à 5 ans non, zéro risque. À 5 ans, on aura zéro risque de monter des eaux à 3 mètres. Énergie et électricité. Alors ça je vais répondre. Au vu de la crise actuelle de l'énergie et de la position de l'État, demandez à EDF de payer pour ses concurrents. Que préconisez-vous pour l'avenir de l'électricité? Rester dans un marché commun, en sortir, nationaliser. Je vais répondre très directement à cette question. Ça fait 20 ans que je considère que d'avoir ouvert la concurrence à l'aval sur l'électricité est une ânerie. La première fois que je l'ai écrit, c'était il y a 20 ans. Alors, je n'avais pas identifié très exactement ce qui allait se passer, donc je ne vais pas m'attribuer ces mérites-là, mais j'avais identifié que ça allait être compliqué de structurer des acteurs à partir du moment où ils étaient en concurrence les uns avec les autres. Voilà. Ça, j'avais identifié. Alors, c'est quoi la différence entre la concurrence à l'aval et la concurrence à l'amont? La concurrence à l'amont, c'est dire, bon, on a actuellement un parc de production électrique en France, j'ai pas envie d'avoir qu'EDF en face de moi, donc je coupe le truc en deux, et je fais deux sociétés. Et puis quand il y en a une qui me sort par les trous de nez, je fais appel à l'autre, et quand l'autre... voilà. Donc pour gérer une centrale donnée, c'est également exactement comme le duopole Veolia-Suez qu'on a eu longtemps dans l'eau. Quand il y en a un qui ne me va pas, je fais un appel d'offres et je prends l'autre, et puis voilà, il inverse. Ça peut à la rigueur fonctionner, parce que ça vous laisse des sociétés qui ont une intensité, enfin ça vous laisse des sociétés qui sont grosses, avec des moyens d'investissement, qui ont la possibilité d'assumer des investissements lourds, et juste, en gros, elles se ressemblent un peu, elles travaillent ensemble, mais bon, ça ok, si on veut. L'intérêt de la chose est accessoirement probablement discutable, mais on peut faire ça. La concurrence à l'aval, c'est le système que nous avons monté qui n'a pas de réalité physique, parce qu'il faut bien voir que quand vous changez de fournisseur sur le papier, rien ne change chez vous. On ne vous débranche pas les fils pour vous les rebrancher. Il n'y a personne qui vient dans la rue tripoter les câbles, etc. Et on n'a pas branché directement sur votre compteur, même si on vous dit qu'on vous vend de l'électricité verte, les éoliennes et les panneaux solaires de France, ou les barrages, parce qu'en l'occurrence, ça vient surtout des barrages, l'électricité verte. Non, c'est le même réseau qu'avant, exactement le même, qui vous amène les mêmes électrons qu'avant, exactement les mêmes, par le même câble qu'avant, exactement le même. Donc en fait, tout ça, c'est purement conventionnel, ça n'a aucune espèce de réalité physique. Donc vous changez de fournisseur, en fait, vous ne changez de rien. On a créé là-dedans un marché dans lequel les fournisseurs s'approvisionnent en gros auprès des producteurs. Donc en fait, c'est des purs distributeurs. Donc là-dedans, vous en avez quelques-uns qui ont construit une centrale par-ci par-là, une petite, mais globalement, c'est des purs distributeurs qui n'ont rien construit du tout. Ils ont simplement capté une partie de la marge qu'avant EDF captait pour ses besoins propres. Alors vous pouvez très bien dire, EDF, les gens étaient trop payés, ils avaient trop de vacances, ils ont un comité d'entreprise qui possède trop de pognon. Très bien, mais c'est des problèmes qui se gèrent en tant que tels. Si on le pense,
et il n'est pas normal que les agents EDF aient l'électricité à 10% du prix, très bien, on traite le problème en tant que tel. Donc on dit les agents paieront l'électricité 100% du prix. Alors ils vont se mettre en grève 15 jours, ok, très bien, on s'en fout. Ça, on va pas dézinguer EDF pour traiter un problème qui se traite en tant que tel. Et c'est exactement pareil pour les sujets de rémunération, de retraite, etc. C'est des problèmes qui se traitent en tant que tels, ça n'a rien à voir. On ne va pas créer des concurrents à EDF juste parce qu'on pense que les gens d'EDF sont trop payés, sur quoi je n'ai pas d'avis tout de suite du reste. Bon. En ce qui concerne donc on a créé des entités, et en plus ces entités ne sont même pas des concurrents, car ces entités sont des dépendants. La branche de Guy n'est pas dépendante du peuplier sur lequel, ou du pommier plus exactement, sur lequel elle pousse. Elle n'est pas concurrente, elle en est dépendante. Si vous coupez le pommier, le Guy meurt. Donc là c'est exactement pareil, si vous supprimez physiquement EDF en France, les concurrents meurent. Donc en fait, ce n'est pas des concurrents, c'est des dépendants. Un concurrent, c'est Carbone 4 vis-à-vis d'autres sociétés qui vendent des prestations dans le monde financier ou dans le monde des entreprises. Si demain matin on supprime McKinsey, Carbone 4 ne meurt pas. Probablement même que Carbone 4 fera de meilleures affaires. Donc c'est ça la concurrence, la vraie concurrence. Là, c'est pas un marché concurrentiel qu'on a organisé. C'est un truc, c'est un truc de briques et de broc, il n'y a aucune espèce de signification, et qui est né parce que quelques génies, je ne sais pas où, ont vu un jour concurrence partout en Europe et se sont dit ah, tiens, l'électricité, il n'y a pas de concurrence, c'est pas bien ça, c'est juste pas bien, donc on va mettre de la concurrence dans l'électricité. Mais c'est un truc qui est totalement artificiel, ça n'a aucune espèce d'existence dans le monde physique. Une fois que j'ai dit tout ça, si j'étais aux manettes, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je fais l'inverse de ce qui a été fait aujourd'hui. Je réintègre tout. C'est très simple. Je refais une entité publique. Je vois absolument pas l'intérêt d'avoir 12% d'une entité publique cotée en bourse. J'en vois juste pas l'intérêt. La cotation en bourse n'a d'intérêt qu'à partir du moment où vous avez l'intention de lever de l'argent. Donc que M. Elon Musk aille en bourse, c'est parfait, parce qu'avec la valorisation de Tesla, M. Elon Musk fait une augmentation de capital de 1% qui ne le dilue absolument pas, et il a 10 milliards pour faire joujou. Parfait. Donc ça, c'est quelque chose qui... On peut critiquer le mécanisme même de la finance qui lui permet d'avoir 10 milliards aussi facilement, mais en attendant, il les a. Quel est l'intérêt pour EDF d'avoir 12% du capital? C'est strictement aucun. Enfin, je veux dire, pour un service intégré de l'électricité, aucun intérêt. Bon. Donc, la question de la détention du capital, pour moi, est réglée par le fait que ça n'a strictement aucune espèce d'intérêt, et que par ailleurs, dans les investissements très lourds qui sont faits dans l'électricité, il y a un élément qui est central dans le coût auquel vous allez pouvoir produire, qui est le coût du capital. Alors, je suis désolé, je vais rentrer dans les détails un peu techniques. Le coût du capital, c'est les intérêts que chaque année, les intérêts ou les dividendes, que chaque année, les actionnaires et les banquiers vous demandent de leur verser pour vous avoir mis à disposition l'argent qui allait vous permettre de construire quelque chose. Une centrale à gaz, une éolienne, un réacteur nucléaire, un barrage, peu importe. Pour le nucléaire, donc vous avez compris que c'était quelque chose que j'aimais bien, qui est une installation qui va mettre 10 ans à être construite, alors 5 ans si on est très performant comme les Chinois, plus de 10 ans si on remet les mains dans le cambouis pour la première fois et qu'on prend des retards dans tous les sens, mais en gros 10 ans. C'est derrière un engin qui va fonctionner 60 ans, et si vous regardez l'impact sur un engin qui dure aussi longtemps et pour lequel tous les coûts sont à payer au moment où vous le construisez, parce qu'en gros un réacteur nucléaire, vous avez des coûts de maintenance et de combustible qui sont très faibles comparés aux coûts de construction. Donc tout le coût arrive au début, et ensuite vous rentabilisez le coût de construction au fur et à mesure en remboursant à vos banquiers et à vos actionnaires l'argent qu'ils vous ont prêté ou donné ou investi pour avoir permis de construire le réacteur. Eh bien, évidemment, cet argent, vous le remboursez avec intérêt. Eh bien, pour un EPR qui va coûter 10 milliards à construire, alors celui de Flamanville coûte plus cher, peu importe, 10 milliards c'est l'ordre de grandeur, selon que vous devez rembourser le coût de construction avec des intérêts à 2%, tant que vous n'avez pas fini de rembourser, ou avec des intérêts à 10%, et 10% c'est le rendement sur capital investi que vont vous exiger des actionnaires financiers, hein. Par exemple à Hinkley Point c'est le cas, eh bien vous allez avoir ou pas 90 milliards, je dis bien 90 milliards de frais financiers à rembourser sur la vie du réacteur pour un réacteur qui vous a construit 10 milliards à construire. Donc si vous passez de 2 à 10%,
90 milliards de frais financiers en plus à construire, à rembourser. Le coût du mégawattheure à Hinkley Point, c'est avant tout un coût de frais financiers. Les gens qui vont bénéficier des 120 ou 130 ou 140 euros, je ne sais plus, le mégawattheure d'Hinkley Point, c'est avant tout des banques et des actionnaires, c'est pas avant tout le prix de l'électricité que vous allez payer, le coût de construction de la centrale. Donc une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez bien qu'un nucléaire pas cher, c'est un nucléaire qui emprunte et qui dispose de capitaux pour pas cher. Et quelle est l'entité dans n'importe quel pays qui emprunte pour pas cher? L'État. Donc là, je vous ai donné une partie de la réponse. Si on veut avoir un système, et c'est pareil pour les ENR, hein, soit dit en passant, les ENR, vous payez tout à la construction et après, vous payez quasiment rien en maintenance et en exploitation. Donc si vous voulez avoir de l'électricité pas trop chère, et même si on n'a pas parlé argent dans le PTEF, ça peut être un objectif. Et du reste, derrière, vous pouvez la taxer une fois qu'elle est produite pour pas cher. C'est pas un sujet, si vous voulez que les gens en consomment pas trop. Mais si vous voulez qu'elle soit produite pour pas trop cher, eh bien, à ce moment, ce qui peut avoir beaucoup d'intérêt pour réindustrialiser en France des trucs qu'aujourd'hui on importe, notamment dans la production d'un certain nombre de matériaux intensifs en énergie, l'aluminium, les engrais, voilà, etc., eh bien, à ce moment, vous avez besoin d'emprunter à pas cher, donc vous avez besoin que ce soit emprunté par un organisme public ayant la garantie de l'État. Point. Voilà. Donc là, je vous ai donné la réponse aussi. Ça veut dire que si on veut reconstruire un parc nucléaire bien foutu, on a besoin d'avoir la garantie de l'État pour emprunter pour pas cher, et on n'a surtout pas besoin d'avoir des investisseurs privés qui vont arriver en disant « donnez-moi 10% parce que c'est la norme du marché ». Après, il y a un autre sujet qui est « est-ce que j'ai besoin d'avoir plein de sociétés en concurrence à l'aval ?» La réponse est non. Où va l'argent des distributeurs? Il va pour partie dans les salaires des gens qui vous vendent l'électricité, donc vous avez bien compris qu'en fait c'était la même qu'avant, mais ces gens-là, vous pourriez aussi bien les réintégrer dans un service public, parce qu'à partir du moment où vous avez un certain nombre de clients, vous avez besoin d'avoir un certain nombre de gens en face, et c'est le nombre d'appels que vous pouvez traiter par heure qui conditionne le nombre de gens dont on a besoin, qu'ils soient dans un service public ou qu'ils soient à l'extérieur. Donc ça, on peut très bien les réintégrer. Et pour le reste, l'argent va dans les marges et donc les dividendes des actionnaires privés qui opèrent ces sociétés. Est-ce que l'argent, il est mieux investi au profit de la collectivité quand il va comme dividende chez des actionnaires privés? La réponse est c'est pas sûr. Il vaudrait mieux que cet argent reste dans le giron de la société qui a besoin de développer et d'investir et de maintenir et de remplacer le parc de centrales électriques dont vous avez besoin. Donc tout ça pour vous dire que, pour employer un gros mot, mon propos, c'est que je verrais d'un assez bon œil quelque chose qui ressemble à une nationalisation de fait du système électrique. Voilà, je pense que je verrais ça d'un assez bon œil. Ça ne veut pas dire qu'il faut y faire ça n'importe comment, voilà, mais personnellement, je verrais ça d'un assez bon œil. Il faut bien voir que le dispositif là qui a été mis en œuvre pour protéger, je l'ai déjà dit, je peux le redire, le dispositif qui a été mis en œuvre pour faire baisser la facture d'électricité des Français, vous verrez qu'en Espagne et en Grande-Bretagne, il n'y a pas de dispositif qui a été mis en œuvre. Alors je ne sais pas si c'est parce que le gouvernement a considéré qu'il n'avait pas les moyens de le faire, ou si c'est parce qu'il n'y a pas d'élection dans 3 mois. Mais enfin, la question se pose. Et même si on voulait baisser la facture des Français, je ne vois absolument pas ce qui nous empêchait de leur faire un chèque. Donc on prend les gens qui ont l'électricité qui monte, moi et un certain nombre de gens qui n'ont pas de problème de fin de mois, qui vivent dans ce pays, on leur compense rien du tout, parce que moi j'ai tout à fait les moyens d'encaisser 45% de hausse de ma facture d'électricité, et il y a encore beaucoup de gens qui ont tout à fait les moyens d'encaisser 45% de hausse de leur facture d'électricité. C'est pas vraiment comme si on leur imposait 45% de hausse du loyer, mais c'est pas exactement, quand même pas de la même chose. Bon. Et puis, les gens qui, et sous condition de ressources, on fait un chèque à un certain nombre de gens qui, eux, vont avoir un vrai problème. Voilà, ça, on a un problème de pouvoir d'achat, on le traite comme un problème de pouvoir d'achat. Le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement qui consiste à faire les poches d'EDF est un truc de corne-cul. C'est de la politique de gribouille. D'abord, on va financer les concurrents en augmentant le volume de l'Arenh. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser un truc, c'est l'Arenh. Je vais rentrer dans le détail. Au moment où on a créé la concurrence, entre guillemets, donc vous avez bien compris que ce n'était pas une concurrence mais une dépendance d'EDF, on a dit quoi? On a dit, ces gens-là, ils ne vont pas avoir les moyens de produire leur propre électricité, donc on va forcer EDF à leur vendre à perte, car c'est une vente à perte, normalement interdite par la loi quand il s'agit de votre supermarché. On va forcer EDF à leur vendre à perte une partie de l'électricité qu'ils produisent. Alors j'insiste sur le fait que physiquement, c'est les mêmes centrales injectant dans le même réseau, c'est les mêmes électrons d'EDF qui arrivent chez vous. Hein. Mais conventionnellement, on considère qu'il y a des gens qui vont se servir au passage, et donc on va leur vendre une partie de la production nucléaire historique, et ça s'appelle l'Arenh, le tarif auquel on leur vend ça.
Donc, c'est l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Donc, ça veut dire qu'en gros, on leur donne, donc dans un monde concurrentiel, on leur donne une garantie d'achat. C'est quand même bon. Hein. Moi, je veux dire, je suis dans le monde concurrentiel avec mes activités de conseil, on ne m'a jamais donné de garantie d'achat sur quoi que ce soit, et du reste, aucune garantie de vente sur quoi que ce soit. Ça n'existe pas, ça. Donc, on leur donne une garantie d'achat, et c'est cette garantie d'achat qu'on a augmentée, c'est-à-dire que le volume que EDF est obligé de vendre à perte à d'autres distributeurs, qu'on appelle ses concurrents, mais qui en fait sont des dépendants, eh bien, le gouvernement a décidé de l'augmenter de 20%. Sauf qu'il se trouve que ce volume d'électricité, EDF l'avait déjà, le volume supplémentaire d'électricité, qui donc se prend sur l'électricité dont EDF a la libre disposition, EDF l'avait déjà vendu à d'autres, parce que EDF vend à terme l'essentiel de son électricité, vend en avance, on va dire, c'est ça une vente à terme. Et donc ça veut dire que EDF va devoir se procurer sur le marché, à aujourd'hui, alors j'ai pas regardé aujourd'hui à l'instant où je vous parle, mais enfin la dernière fois que j'ai regardé il y a quelques jours, on était toujours à 250-300 euros le mégawattheure électrique, va donc devoir acheter sur le marché des mégawattheures à 250 ou 300 euros pour les revendre à ses concurrents aux alentours de 46 euros. Bon, ce qui va lui coûter quelques milliards, hein, 8 milliards. Vous n'êtes même pas garanti sur le fait que les concurrents recevant cette électricité pas chère vont vous la revendre pour pas cher. Si ça se trouve, ils vont juste sauver leurs fesses et reconstituer leur marge et continuer à vous vendre l'électricité au même prix. Enfin, donc, c'est un truc de corne-cul dans lequel on prend un des concurrents qu'on continue à appeler service public, alors que normalement, dans un marché concurrentiel, vous n'avez pas de service public. Moi, encore une fois, Carbone 4 est dans un marché concurrentiel. Personne n'a dit Carbone 4, c'est le service public du conseil en stratégie carbone. Il n'existe pas. C'est quoi ces trucs-là? Donc, on prend quelqu'un, on a dit maintenant vous allez être concurrent, mais en fait, non. Vous êtes concurrent quand ça nous arrange, puis vous êtes service public quand ça nous arrange. Et donc là, vous êtes service public, donc on va vous faire les poches pour financer vos concurrents. Donc, on se retrouve avec EDF qui finance une filiale de Total, justement. Donc, voilà, donc vous avez compris ce que j'en pense, c'est juste du grand n'importe quoi, bien évidemment que ce grand n'importe quoi arrive à 3 mois des élections, ne trompe personne, et je vais vous dire, je ne donne pas de consigne de vote, mais j'espère que ça va coûter quelques voix à Macron, parce que c'est vraiment trop du n'importe quoi. Voilà. Alors, question suivante. Bon, Astrid, c'est en dehors du PTEF. Quelle est la place de l'hydrogène dans le PTEF? Alors, la place de l'hydrogène, elle est non négligeable dans le PTEF, mais elle n'est pas dans ce qui a été évoqué le plus souvent en ce qui concerne l'hydrogène. Et puis, je vous annonce crânement que ça va être la dernière question, parce qu'il est 8 heures. 8 heures. Non, allez, je vais encore aller jusqu'à 8h15. Et puis après, on va s'arrêter là. Donc, l'hydrogène dans le PTEF a de la place, mais c'est pas pour faire avant tout des avions à hydrogène, et c'est pas pour faire avant tout des voitures et des camions à hydrogène. C'est pour faire des applications industrielles à l'hydrogène. Aujourd'hui, on produit de l'hydrogène dans le monde. On en produit même en France. Et cet hydrogène, il est produit de la manière suivante. Il est produit avec ce qu'on appelle du reformage du méthane ou du reformage d'autres combustibles fossiles. Le procédé est le suivant. Vous prenez un compartiment qui est étanche à l'air, et notamment étanche à l'oxygène, et vous mélangez dans ce compartiment un combustible fossile, c'est-à-dire un assemblage de carbone et d'hydrogène en proportion variable, et de l'eau et de la vapeur d'eau, et vous chauffez à très haute température. Et vous avez un réarrangement des atomes à l'intérieur de cette enceinte qui va s'opérer. La vapeur d'eau va perdre son oxygène, donc vous allez vous retrouver avec de l'hydrogène. Dans les combustibles fossiles, cet oxygène va s'associer au carbone, juste au carbone, et l'hydrogène va être libéré de son côté. Donc vous allez vous retrouver avec en entrée de la vapeur d'eau et admettons du méthane, pour prendre l'exemple, et en sortie, vous vous retrouvez avec du CO2 et de l'hydrogène. Donc c'est un procédé qui, indépendamment du CO2 lié à l'énergie pour chauffer l'ensemble, vous libère du CO2 par réaction chimique. Vous ne pouvez pas y échapper, ça vous libère du CO2 par réaction chimique. Et aujourd'hui, pour faire une tonne d'hydrogène avec du méthane, qui est le moins carboné des combustibles fossiles, ça vous fait 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Si vous utilisez du charbon, c'est plutôt 30. Donc on fait de l'hydrogène. À quoi sert l'hydrogène aujourd'hui? Il sert majoritairement à 2 applications. La première, c'est désulfurer les carburants, mais dans le PTEF, des carburants, comme dans tout plan de neutralité, des carburants fossiles, on n'en a quasiment plus. On n'a plus de raffinerie, donc on n'a plus besoin de l'hydrogène pour désulfurer les carburants. Donc celui-là, on n'a pas besoin de le produire. L'autre moitié de l'hydrogène sert à faire des engrais.
les engrais azotés, parce que les engrais azotés, dans les engrais azotés, il y a de l'azote, et en fait cet azote, il arrive sous forme d'ammoniac, enfin il est amené par la molécule d'ammoniac dans la chimie des engrais, et l'ammoniac est fait en associant l'azote qui vient de l'air avec l'hydrogène qui vient d'être, dont la production vient d'être expliquée. Donc là, 40% de la production d'hydrogène dans le monde sert à fabriquer de l'ammoniac qui va servir pour les engrais. Alors des engrais, dans le PTEF, on continue à en utiliser, même si on rêve tous d'une agriculture bio, sans engrais, etc. Il y a aujourd'hui, on ne va pas déplacer le système instantanément de 10% de bio vers 100% de bio. Même si on était 100% respectueux de l'environnement, c'est pas complètement con dans un certain nombre de domaines de continuer à garder des engrais parce que ça augmente, il faut juste le faire de façon intelligente. Et ça augmente la façon dont les végétaux produisent, et donc c'est quelque chose qui est pertinent. Et du reste, quand vous mettez du fumier, c'est un autre engrais. Donc voilà, l'idée même d'utiliser des engrais n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Après, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en mettre, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc on continue à avoir besoin de produire des engrais, et donc dans le PTEF, on décarbone cette production d'hydrogène-là, et on la décarbone avec électricité décarbonée plus électrolyse, parce qu'il y a une autre manière de décarboner cette production, j'y viendrai juste après. Cet hydrogène décarboné sert à produire l'ammoniac qui va servir à produire les engrais. Et puis il y a un autre hydrogène décarboné qu'on a envie de produire, c'est pour fabriquer de l'acier. Alors certains d'entre vous, si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être entendu parler d'un gros investissement que Arcelor s'apprête à faire à Dunkerque. Et ce gros investissement, il correspond à un changement complet de procédé qui va remplacer les hauts fourneaux. Dans un haut fourneau, vous mettez un mélange de minerai de fer. Donc le minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer, donc c'est du fer et de l'oxygène associés. C'est de la rouille, en gros, la rouille c'est de l'oxyde de fer, et du charbon très purifié qu'on appelle du coke. Et vous mettez ça ensemble dans un haut fourneau, et une partie du charbon va dégager de l'énergie en brûlant, et ça va permettre à une autre partie du charbon d'aller manger l'oxygène qui est associé au fer, et ça va vous faire du CO2, donc qui part dans l'atmosphère, et ça va vous laisser le fer pur, qui associé à quelques impuretés que vous trouvez dans le haut fourneau, vous fait de la fonte. Donc au fourneau, vous produit du fer avec quelques impuretés qui s'appelle de la fonte. Arcelor, en fait, le procédé qui va être mis en œuvre et qui existe déjà en Suède, à plus petite échelle, est un procédé qui s'appelle de réduction directe. Et à ce moment, vous allez utiliser soit du méthane, soit dans une version la plus décarbonée, on va dire, de l'hydrogène. Donc nous, c'est celle-là qu'on préconise, pour attaquer directement l'oxyde de fer. Et à ce moment, c'est l'hydrogène qui se charge de retirer l'oxygène à l'oxyde de fer. Et ça fait de l'eau pas carbonée. Et vous vous retrouvez avec du fer, exactement comme dans un haut fourneau. Enfin, c'est pas le même fer, il n'y a pas les mêmes impuretés, etc. Mais c'est le même principe. Cet hydrogène, il va donc falloir le faire en grande quantité décarbonée. Alors retenez l'ordre de grandeur que pour remplacer un haut fourneau, il faut un petit réacteur nucléaire pour produire l'hydrogène qui va permettre d'attaquer la réduction directe. Donc on n'est pas en train de parler de bricole, hein. Mais c'est possible. Et donc dans le PTEF, on a une partie de l'électricité qui sert, de l'électricité décarbonée, qui sert à alimenter des électrolyseurs pour à la fois faire des engrais et faire de l'acier. Si on veut en plus de l'hydrogène que nous faisons aujourd'hui, en faire encore plus pour redomicilier en France une partie des choses que nous importons actuellement, et dans les engrais azotés aujourd'hui on en importe l'essentiel, donc on en fait une partie chez nous, mais l'essentiel on l'importe. À ce moment, il faut faire encore plus d'hydrogène, et du reste dans le scénario RTE, hein, vous avez un scénario réindustrialisation de la France, dans lequel on a besoin de plus d'électricité décarbonée, car cette électricité décarbonée va servir à remettre en France des processus qui aujourd'hui sont localisés à l'étranger, avec à l'évidence l'aval de la chaîne de valeur qui du coup est aussi localisé à l'étranger. Donc si on veut relocaliser en France, ce qui est une bonne idée pour l'emploi, et ce qui n'est pas une mauvaise idée pour le carbone, eh bien à ce moment, il faut qu'on ait plus d'électricité décarbonée, et donc pour l'hydrogène, il faut qu'on en ait également plus pour localiser certaines activités industrielles qu'on peut opérer avec de l'hydrogène décarboné. Voilà. Donc l'hydrogène décarboné, il a sa place. Par contre, il est marginal dans le transport aérien, qui de toute façon lui-même diminue hein, dans le PTEF, en volume, hein, alors là pour le coup le trafic baisse. Et c'est l'héritage du rapport de Super-Héros Décarbo volé en 2050, qui est maintenant Super-Héros s'appelle Aéro Décarbo, parce qu'il y a d'autres écoles qui ont rejoint. Donc volet en 2050 était, j'ai envie de dire par anticipation, le volet de transport aérien du PTEF, et les auteurs du rapport avaient dit on peut retourner le problème dans tous les sens et mettre tous les gains techniques qu'on veut. Dès qu'on regarde ce qui est déployable à l'échelle dans les 30 ans qui nous restent, il n'y a pas moyen de faire autrement que de baisser le trafic si on veut respecter la limite, enfin si on veut que le transport aérien prenne sa part dans la limite des 2 degrés. Voilà, il n'y a juste pas moyen, il faut baisser le trafic.
Donc de l'hydrogène dans les avions, contrairement à ce que raconte, enfin, sans vouloir chagriner Monsieur le maire, on n'en met pas beaucoup. Et de l'hydrogène dans les transports terrestres, on n'en met quasiment pas non plus. L'hydrogène peut avoir sa pertinence pour tirer 3 trains, ou, voilà, mais globalement, dans les transports terrestres, l'utilisation directe de l'électricité décarbonée est beaucoup plus efficace que l'utilisation de l'hydrogène. Donc voilà en gros quelle est la place de l'hydrogène dans le PTEF. Alors, le nouveau DPE, non, j'attends qu'on fasse du bâtiment pour ça. Mais nouveau DPE et nouveau RE 2020, ça va être rigolo. Et enfin, j'ai vu quelques questions sur l'économie, démographie, santé, j'ai déjà répondu. Alors, je vais répondre à une question que je n'ai pas vue, mais que je vais me poser à moi-même, qui est sur la façon dont on arrive quand même à cranter quelque chose du PTEF juste après l'élection. On s'est fait à nous-mêmes la réflexion, en fait l'idée ne vient pas de moi, vient d'un des collaborateurs du Shift Project, qu'un des trucs qu'on devrait faire en déclinaison de ce plan de transformation de l'économie française, c'est les mesures indispensables à prendre dans les 100 jours. Vous savez qu'après l'élection présidentielle, il y a un truc qui s'appelle l'état de grâce. Donc on est tellement content d'avoir élu notre présidente ou président qu'on se dit quand même, youpla boum, tout va bien, et donc on fait la fiesta, puis en plus c'est l'été, c'est sympa, on va élire enfin c'est la fin du printemps, on n'a pas encore les canicules, il fait beau, voilà, bon bref. Donc on va trouver ça très sympa, et on a ce qu'on appelle les 100 jours. Alors ce qu'on se dit, nous, c'est que les 100 jours, c'est par construction le moment où un président ou une présidente a les moyens, en gros, peut-être pas de faire ce qu'il veut avec ses cheveux, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il est dans un contexte dans lequel il peut assez facilement prendre rapidement des mesures qui sont assez impactantes. Et donc ce qu'on a assez envie de faire, donc j'espère qu'on va avoir le moyen de le faire dans les quelques mois qui viennent, là, et peut-être qu'on sollicitera certains d'entre vous si vous êtes shifters, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un programme qui est le programme des 100 premiers jours, c'est quoi les mesures opérationnelles qui nous paraissent totalement cohérentes avec le PTEF. Et si ces mesures ne sont pas prises dans les 100 premiers jours, c'est que vraiment, en gros, la personne qu'on a élue est vraiment pas en phase avec nous, quoi. Je vais prendre un exemple de mesure des 100 jours, qui en fait était une mesure du premier jour. Dans le pacte écologique de Nicolas Hulot, une des mesures qui était mise en avant, c'était d'avoir un super ministre de l'Environnement. C'était que le ministre de l'Environnement soit le numéro 2 du gouvernement. Alors je ne sais pas, avec le recul du temps, si au fond c'était la bonne ou la mauvaise idée, peu importe, c'est pas ça le propos. Le propos était de dire que ça c'était typiquement une mesure des 100 jours, parce que votre gouvernement vous le faites juste après l'élection, et donc c'était une façon de juger si le pacte écologique allait être pris au sérieux ou pas. Est-ce qu'il y aurait ou pas un super ministre de l'Environnement, numéro 2 du gouvernement, dans le gouvernement qui a été constitué? Et la réponse a été oui, parce que ça c'est quelque chose qui est facile à constater, c'est oui, c'est non, etc. Alors, pas plus tard qu'il y a quelques jours, aussi l'idée n'est pas de moi, j'ai entendu une personne dans une des enceintes où je grenouille professionnelle qui a dit est-ce que le Shift Project a prévu de demander que tous les députés nouvellement entrant en fonction, qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est même pas pour Shift. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que tous les députés nouvellement entrant en fonction suivent une formation énergie-climat? Bah, voilà typiquement un exemple qui pourrait être une mesure des 100 jours. Si vous ne faites pas ça, c'est qu'au fond, vous continuez à avoir de la désinvolture sur le problème. Voilà, donc il faut qu'on se creuse un peu la cervelle, mais on a assez envie de faire un truc comme ça. J'espère qu'on y arrivera, encore une fois. Donc là, je prends un tout petit risque en disant qu'on va essayer de le faire. C'est pas une promesse, c'est un souhait. Mais voilà, donc on se dit que c'est une manière probablement très opérationnelle de cranter la préoccupation ou de cranter l'existence, ou de cranter l'esprit général de ce qu'on propose dans la classe politique juste après les élections. C'est d'avoir encore une fois des mesures qui sont très très concrètes, auxquelles on peut réfléchir et qui vont nous permettre de juger tout de suite si on a en face de nous des gens qui ont pris la mesure du problème et qui ont vraiment envie de s'en occuper, ou si on est tout dans la continuité de l'existant et où, ma foi, il faudra attendre, comme je l'ai dit au début
monologue avec moi-même, qu'on ait une crise qui donne l'occasion de sortir le plan du tiroir. Voilà, eh bien écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette petite session. Merci beaucoup à Joël qui a organisé ce Facebook Live. Et puis merci à tous ceux d'entre vous qui ont attendu jusqu'à maintenant pour quitter la session. Et à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui l'ont regardé. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop répondu à côté des questions et j'espère que je n'ai pas trop frustré ceux qui en avaient et qui ne les ont pas vus traiter. Je présente également toutes mes excuses à toutes les personnes qui ont posé des questions dans le fil de discussion, mais malheureusement, comme vous l'avez compris, j'ai d'abord traité celles qui avaient été posées avant la session. J'ai donné la priorité à celle-là. Voilà, et ben écoutez, bonne fin de soirée, et puis à une prochaine fois sur nos ondes, comme disent tous les bons animateurs radio. Au revoir.